journée du Digitalps. Donc pour information, Digitalps, c'est une semaine riche en conférences qui a été organisée par l'IAE de Grenoble et notamment par le Master 2 Marketing Digital et E-Commerce. Et ce soir, nous mettons à l'honneur donc le gaming, l'e-sport et comment, comment le gaming impacte les stratégies d'entreprise et comment ça a pris de l'ampleur. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à Agnès Elméguizon, qui est notre responsable pédagogique, qui va revenir sur ce qu'est Digitalps et notamment sa genèse et son objectif. Donc, je laisse la parole à Agnès pour revenir sur ce sujet. Merci Sarah, bonsoir à tous. Merci de me donner l'occasion de présenter la Digitalps. Donc la Digitalps, ça fait 5 ans qu'elle existe. C'est devenu un événement assez incontournable. Déjà, c'est l'événement digital de Grenoble IAE. Et puis, c'est vrai que dans l'écosystème grenoblois, ça commence à avoir une petite notoriété. Donc, l'objectif pédagogique, c'était effectivement d'amener des étudiants à créer un événement de A à Z. Alors, les dernières éditions étaient en présentiel, donc il y avait effectivement toute la logistique avec la réservation de salles, les traiteurs, les déplacements, la recherche de sponsors. Donc, cette année, cet aspect-là est simplifié, mais il y a d'autres aspects logistiques du coup qu'il faut gérer et qui, jusqu'à présent, ont été très bien gérés. Donc, c'est un projet pédagogique et puis c'est aussi l'occasion d'aborder finalement des thématiques qui sont des thématiques innovantes, comme on peut le voir ce soir avec effectivement les jeux vidéo comme sur de communication, et puis les thématiques qu'on a eu également les autres jours avec une première conférence autour de l'entrepreneuriat et une deuxième conférence autour de la santé au regard des évolutions technologiques. Voilà, donc je suis ravie du programme et puis j'ai hâte d'écouter donc les 3 intervenants que vous avez su mobiliser pour cette soirée. Bonne conférence à tous et encore un grand bravo à tous les étudiants qui se sont vraiment impliqués pour nous proposer de belles conférences. Et je n'oublie pas Philippe Lavaux qui les a coachés de main de maître. Bonne soirée à tous. Merci Agnès. Merci pour ces précisions. Donc, j'en profite également pour notre part donc de remercier tous les participants à ce webinaire, notamment aussi remercier nos intervenants, nos experts sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu, et aussi donc nos camarades de l'équipe logistique qui ont travaillé d'arrache-pied pour organiser à merveille cette conférence. Et enfin, remercier mes camarades de l'équipe de gamers, donc Andrei, Mine, Corentin et Quentin. Donc, à présent, nous allons rentrer dans le jeu. Juste avant, si je peux me permettre, donc, on est sur Zoom. Donc, je vais vous demander de garder les micros fermés, s'il vous plaît, pendant que les intervenants vont parler. Et notamment, donc, privilégier le chat pour vos questions. Et pour une meilleure aussi utilisation de Zoom, vous pouvez sélectionner donc l'affichage en haut à droite pour avoir un affichage intervenant, donc voir la personne qui parle en même temps que la présentation. Ce sera nettement plus agréable. Donc à présent, rentrons dans le vif du sujet. Donc ce soir, on va parler jeux. Donc le marché du gaming et plus précisément le marché des jeux vidéo a pris vraiment de l'ampleur ces dernières années et a même atteint les 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, de nombreuses entreprises ont saisi, ont compris ces opportunités et ces enjeux. Et c'est pour cela que l'on voit apparaître notamment de plus en plus de sponsoring, de partenariats d'e-sport, des publicités et des événements au sein même des jeux vidéo. Je peux mentionner l'apparition de Travis Scott dans une session de Fortnite qui a fait effet également sur Twitter, et d'autres publicités et des partenariats notamment avec des joueurs professionnels ou des streamers. Et donc le but de cette conférence est vraiment de comprendre comment il est possible de promouvoir une marque au travers des jeux vidéo, au travers du gaming, au travers de l'e-sport. Et pour y répondre, nous avons donc 3 invités d'honneur avec nous ce soir.
Donc, nous avons Désiré Koussao, qui est président d'honneur de la Futurolan, donc une association organisatrice d'événements e-sport. Et il est également membre du conseil d'administration de l'association française d'e-sport. Nous avons également François Singer, qui est Purpose Manager, Partnership Manager chez 17 Sports. Et nous avons également donc Axel Olivero, Marketing Producer chez Arcane Studio. Donc, encore merci à vous d'être là ce soir et ils vous présenteront plus en détail leur activité et leur parcours. Donc, cette conférence, elle va se dérouler dans un premier temps avec une présentation à tour de rôle de nos experts. Et à la fin de chaque session, donc, ils prendront le temps de répondre à vos questions et d'échanger sur leur domaine. Et à la fin, donc, on prendra également le temps de revenir sur d'autres questions, bien évidemment. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer cette conférence? Je suis prêt. Merci, Axel. Donc, n'hésitez pas, le chat est ouvert à poser vos questions et donc à solliciter nos intervenants. Donc, le premier à faire part de son expérience, c'est Désiré Koussao. Donc, il est cofondateur de l'association Futurolan. Il est actuellement président d'honneur de la Futurolan et également donc, membre de l'association française d'e-sport. Et il va vous présenter vraiment de manière générale ce qu'est le e-sport et comment se manifeste l'organisation d'événements e-sport. Et donc, je laisse la parole à toi, Désiré, pour nous partager Ok, je lance mon partage. Hop. Vous me dites quand vous avez l'écran. C'est bon? Ok. Donc oui, je vais essayer d'aller vite sur les chiffres parce qu'il y a pas mal de chiffres dans cette présentation. Le but, c'est vraiment de plutôt donner une sorte d'ordre de grandeur hein, des valeurs dans cet écosystème. C'est pas de tout vous donner, de vous rentrer trop de chiffres dans la tête. Alors pour commencer, bon, moi je me présente rapidement. Donc Désiré Koussao, donc comme Sarah l'a dit, je suis président d'honneur de l'association Futurolan. Donc l'association Futurolan, c'est l'association qui organise un événement qui s'appelle la Gamers Assembly, qui a lieu à Poitiers tous les ans, le week-end de Pâques. Et donc là, dans 2 semaines, le 3, 4, 5 avril, vous aurez la 21e édition de la Gamers Assembly, donc ça fait déjà 21 ans. Donc je vous invite à regarder parce que ça sera une édition exceptionnelle qui sera en ligne. D'habitude, on reçoit 2500 joueurs de la plus grande partie de France et 25 000 visiteurs. À côté de ça, j'ai été pendant 7 ans chez ESL Gaming France. Donc ESL, c'est la plus grosse société organisatrice d'événements e-sport au monde. Et moi, je dirigeais la filiale française jusqu'en décembre dernier. Donc j'ai quitté mes fonctions le 31 décembre. À côté de ça, effectivement, je suis membre du conseil d'administration de France e-sport, hein, et non pas l'association française d'e-sport, c'est vraiment France e-sport. C'est une association qui fédère et qui rassemble tous les acteurs de l'e-sport, les éditeurs de jeux vidéo, les organisateurs d'événements, les équipes professionnelles ou amateurs, les joueurs, les médias, enfin bref, tous les acteurs qui interviennent de près ou de loin dans l'e-sport peuvent adhérer à cette association. Vous-même, si vous êtes joueur e-sport, vous pouvez adhérer gratuitement à France e-sport et on va dire apporter un petit peu de votre temps, de votre énergie pour faire avancer cette cause en France. J'ai d'autres casquettes dans l'e-sport parce que c'est vraiment quelque chose que je pratique depuis, ça fait 20 ans hein, que je suis dans l'e-sport, puisque Futurolan a été créé en 2000. Et donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de m'impliquer dans beaucoup d'autres initiatives et notamment le développement de l'e-sport en Afrique. Depuis quelques mois, je me suis beaucoup impliqué parce que c'est encore un continent qui a besoin de pas mal d'accompagnement, de soutien, d'expérience. Donc, je me suis beaucoup impliqué sur cet aspect-là et j'espère m'impliquer encore plus dans les semaines et les mois qui viennent.
Voilà pour ma présentation rapide. Donc ensuite, on va discuter un petit peu du marché de l'e-sport et de son écosystème, de fonctionnement. Bon, d'abord, pour commencer, qu'est-ce que l'e-sport? Alors, c'est important de bien faire la différence entre le gaming, le jeu vidéo au sens large, et l'e-sport. Quand on parle de jeux vidéo, en fait, c'est juste le gaming, c'est le fait de jouer à n'importe quel jeu. Si vous jouez à Candy Crush, vous faites du gaming, vous faites du jeu vidéo. Si vous jouez à Zelda, vous faites du jeu vidéo. Par contre, quand on parle d'e-sport, on est vraiment dans la notion de confrontation. Hein, on est vraiment dans la notion de compétition. Vous avez la confrontation de deux joueurs ou de deux groupes de joueurs par le biais d'une plateforme technique. Cette plateforme technique, on pense évidemment au PC, on pense aux consoles, mais de plus en plus le mobile, on verra un peu plus tard, le mobile est en train d'exploser. Donc, c'est toute pratique qui permet de se confronter par le biais d'une plateforme électronique est appelée e-sport. Voilà quelques citations que j'aime bien garder pour montrer à quel point aujourd'hui le terme e-sport se rapproche vraiment on va dire, de la définition du sport. Ici, ESPN, donc ESPN, qui est l'une des plus grosses plateformes médias dans le monde du sport, qui définit l'e-sport comme, on va dire, le futur du sport. Hein, pour ESPN, c'est vraiment une pratique qui, à terme, pourrait supplanter le sport. Alors, je ne sais pas si on arrivera jusque-là, mais pour eux, c'est vraiment un secteur qu'il faut absolument, sur lequel il faut absolument investir. Et Yannick Agnel, qui est un champion, un triple champion olympique de natation, hein, que vous devez connaître, qui maintenant travaille dans le monde de l'e-sport, chez MCES, qui est une équipe marseillaise, et qui applique toutes ces techniques, toute cette expérience qu'il a acquise dans la natation, qu'il l'applique au monde de l'e-sport en encadrant une équipe professionnelle d'e-sport. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu e-sport? Ben là, on voit un certain nombre de jeux e-sportifs. Alors là, ils sont classés, vous voyez, en trois groupes. Nous, on a l'habitude d'appeler ça des tiers, tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc, ceux qui sont au-dessus, c'est ceux qui génèrent la plus forte audience sur les plateformes de diffusion comme Twitch, par exemple. Donc, les jeux les plus pratiqués et surtout les plus suivis dans le monde sont League of Legends, CSGO, Dota 2 et Rainbow Six. Rainbow Six qui vient juste de rentrer ça fait quoi, 1 an, 18 mois que Ubisoft a vraiment poussé les jeux et qui maintenant arrive à un très haut niveau. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème, vous allez dire, ah, mais oui, mais Fortnite. Alors, Fortnite, c'est un peu particulier parce que ils n'ont pas créé un véritable écosystème e-sportif. Voilà, ils ont lancé des compétitions dont on a beaucoup parlé pendant un temps, mais c'était plus du one-shot, alors que League of Legends, CSGO, Dota 2, Rainbow Six sont des vraies ligues professionnelles, avec des joueurs professionnels, avec une actualité régulière, et donc ça génère énormément d'audience. C'est vraiment un choix de l'éditeur de créer cet écosystème. Ensuite, Tier 2, c'est des jeux qui ont une très forte audience, mais qui n'ont pas forcément un contenu régulier qui permet de générer une audience, on va dire, importante sur la durée. Donc Fortnite, qu'on connaît bien, Rocket League qui monte en puissance, PUBG Mobile et PUBG, PlayerUnknown's Battleground, pareil, c'est un jeu qui monte très fort en puissance, surtout sur la partie mobile. Hearthstone, qui est un jeu de Blizzard qui s'est un peu tassé depuis quelques années, et puis des jeux mobiles comme Clash of Clans qui commencent à partir très fort. StarCraft, Call of Duty, bon, ça c'est des jeux que vous connaissez. Et enfin, le tier 3, c'est des jeux qui ont très, très faible audience, même s'ils sont beaucoup joués. Je prends l'exemple de FIFA. On a toujours l'impression que FIFA, c'est le jeu e-sport par excellence. Quand on fait une compétition, un événement e-sport, le premier jeu auquel on pense, c'est FIFA. Mais bizarrement, ce n'est pas un jeu qui fait énormément d'audience. Juste pour illustrer la chose, si vous voulez remplir Bercy, si vous mettez du League of Legends à Paris, vous pouvez remplir Bercy. Si vous mettez une finale mondiale de CSGO, vous pouvez remplir Bercy. Vous pouvez mettre une compétition FIFA de très haut niveau, international, vous ne remplirez jamais Bercy. C'est un peu ça qui fait la différence. Vous avez énormément de joueurs FIFA, mais l'audience, par contre, est très faible. Hein, c'est un jeu auquel on joue beaucoup, mais qu'on ne regarde pas. À la différence du foot à la télé.
Il y a beaucoup de gens parmi vous qui ne jouent pas au foot, mais qui regardaient le foot. Bah, FIFA, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui jouent à FIFA, il y a peu de gens qui le regardent. League of Legends se rapproche plus du foot. Il y a énormément de gens qui ne jouent pas à League of Legends, qui ne jouent plus à League of Legends, mais qui continuent à regarder. Donc il y a plus de gens finalement qui regardent League of Legends que de gens qui jouent à League of Legends, inversement à FIFA. Voilà, c'est une petite nuance qui n'est pas toujours évidente. C'est pour ça que bon, souvent on a des partenaires qui viennent qui disent « Ah ouais, moi je veux faire un événement, je veux du FIFA ». Et nous on leur explique que ça dépend de votre objectif. Voilà, hein. Si vous voulez vraiment capter de l'audience et associer votre marque au monde de l'e-sport, ça sera plutôt sur des jeux tier 1 qui coûtent plus cher évidemment à produire que des jeux tier 3. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici sur la problématique des éditeurs. Tous ces jeux-là sont évidemment produits par des éditeurs. Et c'est une petite chose aussi à comprendre. Si demain vous voulez rentrer dans le monde de l'e-sport et organiser des compétitions e-sportives, vous êtes dépendant de ce qu'on appelle l'ayant droit. C'est une question de propriété intellectuelle. Tous ces jeux sont produits par des éditeurs. Si demain vous voulez faire un match de foot ou un match de bridge ou un match de basket, vous n'avez pas besoin de l'accord de qui que ce soit. N'importe qui peut organiser une compétition sportive. Quand vous voulez faire une compétition e-sportive, vous devez avoir l'accord de l'éditeur qui est l'ayant droit. Vous ne pouvez pas organiser une compétition e-sportive sans son accord. Et de là découle tout un tas de contraintes qui font qu'aujourd'hui, pour organiser une compétition e-sport de haut niveau, il y a énormément de guidelines à suivre auprès des éditeurs pour ne pas se faire tacler, et ça complique aussi le modèle économique. Là, voilà, ici, c'est une slide que j'ai récupérée de mon époque ESL qui montre un petit peu l'écosystème e-sport. L'écosystème e-sport, il est coincé entre un certain nombre d'acteurs. Je viens d'en parler, les éditeurs de jeux. C'est de plus en plus difficile de travailler avec les éditeurs de jeux parce que maintenant qu'ils ont compris que leur jeu pouvait devenir une source de revenus au niveau de la pratique et plus seulement au niveau de la vente, parce que pendant longtemps, les éditeurs de jeux vendaient leurs jeux et c'était leur première source de revenus. Mais depuis quelques années, il y a une sorte de basculement de la tendance où maintenant, les éditeurs de jeux rendent leurs jeux gratuits et en fait créent tout un système de fidélisation des joueurs, notamment par le biais de l'e-sport et de la compétition, qui leur permet de rentabiliser leur jeu, non plus par le fait de vendre le jeu une fois, mais le fait de rendre le jeu suffisamment attractif pour activer ce qu'on appelle des microtransactions. Quand vous jouez à League of Legends, le jeu est gratuit, et pourtant il rapporte des millions de dollars par an, parce qu'il y a énormément de joueurs qui sont attachés au jeu et vont aller acheter des objets dans le jeu, ce qu'on appelle des skins dans le jeu, ou d'autres types de biens immatériels dans le jeu. Donc c'est vraiment un modèle économique qui a basculé. Et du coup, forcément, comme ce modèle économique a basculé, les éditeurs qui ont basculé dans ce modèle ont tendance de plus en plus à protéger leur périmètre business et à rendre de plus en plus difficile aux acteurs tiers de rentrer dans l'univers de l'e-sport et de se servir de leurs titres pour générer un business. Voilà, j'ai travaillé chez ESL, j'anime aussi donc l'association Futuroland pour la Gamers Assembly, et à chaque fois, c'est une négociation avec les éditeurs pour savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec le jeu. C'est une vraie problématique. Donc, si demain, vous devez ou vous pensez pouvoir utiliser l'e-sport pour accompagner vos partenaires, vos clients, attention, tout n'est pas possible. Si, par exemple, votre client, c'est Marlboro, vous ne pourrez pas faire une compétition Fortnite, vous ne pourrez pas faire une compétition League of Legends. Tout n'est pas possible. Voilà, autant il y a un certain temps, les éditeurs, ça ne les intéressait pas. Maintenant, tout est très surveillé. Alcool, cigarettes, armes à feu, tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas facilement associer au monde de l'e-sport du fait du contrôle des éditeurs, ce qui n'est pas un problème dans le sport traditionnel où si vous voulez faire du foot pour faire de la promo des armes à feu ou de l'alcool, personne ne vous dira rien. Donc attention, c'est le premier étage de la fusée, l'éditeur. Sans lui, rien n'est possible. Ensuite, vous avez les équipes et les joueurs. On est dans un système aujourd'hui un peu de NBA, Ligue de basket, les ligues de basket américaines, où en fait, les équipes et les joueurs font partie intégrante de l'écosystème. Les plus grandes compétitions maintenant e-sportives mondiales, League of Legends, Counter-Strike avec ESL et beaucoup d'autres, Rainbow Six, etc., ont mis en place des systèmes de partage du revenu.
C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez faire une grande compétition et que vous voulez y associer les joueurs, il faut que les joueurs et les équipes aient un intérêt à participer. Donc maintenant, toutes les grandes ligues et tous les grands événements e-sport dans le monde, aux équipes et aux joueurs, aux plus grandes équipes, aux plus grands joueurs, de partager les revenus du business de l'e-sport. Donc ça, c'est évidemment un niveau international. Si on est au niveau local, ce n'est pas le cas. Lorsque vous faites un événement local, les joueurs ne sont que des, entre guillemets, clients et ne sont pas partie prenante de l'écosystème. Donc là, je parle vraiment quand vous voulez travailler à de très haut niveau, le travail est un peu différent. Vous avez les distributeurs. Alors, Twitch, YouTube sont des plateformes qui, aujourd'hui, sont prêts à payer pour avoir du contenu e-sport. Et donc, il y a des partenariats entre Twitch et ESL, par exemple, ou entre Call of Duty et YouTube. Donc, voilà, la plateforme est importante parce que aujourd'hui, l'e-sport ne se consomme pas à la télévision, mais se consomme sur ces plateformes digitales. Donc, numérique. Il paraît que maintenant, on n'a plus le droit de dire digital. Donc, attention à ça. Si demain, vous devez travailler sur la valorisation d'une compétition e-sport pour un client, il faut tout de suite penser à ces plateformes puisque c'est elles qui vont générer l'audience. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des accords avec ces plateformes pour pouvoir générer une audience précise. Et enfin, en bas, vous avez les marques, les annonceurs. De plus en plus de marques souhaitent s'associer à l'e-sport parce que ça permet de toucher une cible particulière qu'on verra après, cible plutôt jeune, technophile, etc. Donc, pendant longtemps, on a eu ce qu'on appelle des marques endémiques. Les marques endémiques, ce sont les marques qui sont liées au monde de l'e-sport par nature. Donc, c'est plutôt des marques technologiques. Les marques de PC, de consoles, d'écran, de périphériques, casques, claviers, souris, les opérateurs télécoms. Toutes ces marques, ce sont des marques qui sont naturellement associées à l'e-sport. Mais de plus en plus, on voit des marques non endémiques qui s'associent au monde de l'e-sport. On a vu Mercedes, on a vu DHL, Red Bull. Donc, de plus en plus de marques maintenant sont intéressées à s'associer à l'univers de l'e-sport parce que en termes d'image, ça permet de toucher une cible qui est très difficile à toucher par d'autres supports et par d'autres médias. Ce n'est pas avec la télé ou avec la radio aujourd'hui que vous allez toucher certaines cibles de consommateurs. Enfin, pour finir, envers les fans et l'audience, là, je dirais que c'est plus une question de fidélisation pour les opérateurs e-sport. Donc là, on sort un petit peu on va dire, de l'écosystème en lui-même. C'est vrai que quand on est une agence ou une marque, comme ESL ou autre, il est important de bien analyser l'audience et de fidéliser les fans. Alors, évidemment, si vous faites un événement e-sport pour Decathlon, le fan et audience, j'imagine que ce n'est pas la priorité de la marque qui va vouloir plutôt faire un coup pour peut-être le lancement d'un produit ou quelque chose. Alors que quand on est organisateur d'événements avec une marque, là, il y a le fan est la matière première finalement de la marque, puisque c'est celle qui va permettre, un peu comme au JO, voilà, si vous voulez fidéliser tout un public, vous avez intérêt à avoir un contenu à haute valeur ajoutée pour que les fans, toute l'année, reviennent sur vos produits. Alors, sur le côté, j'ai juste mis les valeurs, juste pour, c'est une petite parenthèse, l'écosystème e-sport, c'est tellement développé que maintenant, c'est un écosystème qui vient comment on va dire, se structurer, donc intégrité de la compétition, structure, stabilité des joueurs. Donc, on va dire, tout ça, ce sont des structures un peu comme dans le sport qui viennent un petit peu renforcer l'écosystème. Donc, je vais continuer, je vais aller plus vite. Pour pas trop rentrer dans les détails. Donc là, je vais passer rapidement sur toutes les slides qui suivent parce que c'est vraiment des chiffres pour donner un ordre de grandeur. Donc 2,5 milliards de joueurs dans le monde. Donc ça donne quand même une certaine idée. Hein. Il y a à peu près 500 millions de fans d'e-sport dans le monde et chaque joueur dépense en moyenne sur un événement environ entre 5 et 6 dollars. Donc, si vous organisez demain une compétition e-sport, vous pouvez imaginer que en termes de merchandising, voilà à peu près ce qu'est capable de dépenser un joueur sur une de vos opérations. Une autre série de chiffres intéressantes, c'est la croissance de l'audience. Tout est question d'audience. Hein. Si demain, vous voulez convaincre des clients de vous rejoindre sur une opération e-sport, il va falloir lui répondre
il va falloir répondre à la question combien de personnes je vais pouvoir toucher. Donc ça, c'est très important. Là, cette croissance, elle est exponentielle. Hein, et avec le Covid, évidemment, ces chiffres ne sont plus du tout à jour. On a eu une croissance qui a été très, très forte sur 2020. Ici, l'âge moyen des e-sportifs, on va dire, 27 ans. Vous voyez, par rapport aux autres sports, hein, c'est aujourd'hui la pratique, je ne vais pas appeler ça le sport parce que certains vont hurler, mais c'est aujourd'hui la pratique la plus jeune, entre guillemets, au niveau des disciplines qu'on pourrait appeler sportives, des disciplines compétitives. Un autre tableau qui me paraît intéressant, alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit en rouge. Vous voyez, ce qu'on voit en rouge qui monte en flèche, c'est le support mobile. Les jeux sur mobile explosent. Donc, si demain, vous voulez vous impliquer dans le monde de l'e-sport, sachez que le mobile, c'est mobile first maintenant, hein, surtout dans les pays comme sur les continents comme l'Afrique ou l'Asie. C'est vraiment la plateforme qui explose. Et on voit un tassement des plateformes PC, consoles par rapport au mobile qui lui explose. Voilà, pour finir, quelques chiffres sur les revenus, ça c'est très important. Lorsque vous organisez une compétition, ou en tout cas lorsque vous souhaitez générer du revenu par rapport à l'e-sport, voilà en gros où se situent les pourvoyeurs de revenus dans l'e-sport. D'abord, le sponsorship, et de loin, hein, vous voyez, vraiment de loin, c'est le sponsorship qui représente la plus grosse part de revenus dans l'e-sport. Demain, vous organisez un événement, par exemple, moi j'organise la Gamers Assembly, effectivement, vous allez avoir 80-90% du revenu de l'événement qui va passer par le sponsorship. Les media rights, les droits médias, aujourd'hui n'existent pas. Voilà, sauf les très très grandes compétitions comme ESL qui arrivent à signer des deals, mais sinon sur la plupart des compétitions, comme les éditeurs verrouillent l'utilisation de leurs produits, il est très difficile de signer des droits médias comme on pourrait le faire dans le foot. Et pour ceux qui connaissent un peu le monde du sport, dans le foot, c'est les droits médias qui permettent de faire vivre les équipes de football. C'est impossible aujourd'hui dans l'e-sport. Voilà, c'est trop verrouillé. Et ce qui empêche d'ailleurs, ce qui freine le développement de l'e-sport comme il pourrait se développer. Le merchandising est très faible aussi. Et les éditeurs investissent de moins en moins dans l'e-sport, puisque maintenant, ils préfèrent développer leur propre écosystème. Riot Games avec League of Legends, Riot Games avec Valorant, Valve avec Dota 2. Alors, pour l'instant, ils laissent d'autres tiers utiliser CS et un peu Dota 2. Mais bon, voilà, de plus en plus, Ubisoft commence aussi à internaliser la partie sport. Donc, c'est vraiment... Autant avant, au tout début, quand les boîtes comme ESL se sont lancées, elles étaient quasiment financées que par les éditeurs qui avaient besoin d'un producteur. Autant maintenant, ce n'est plus le cas et les éditeurs préfèrent développer leur propre écosystème e-sport pour garder en fait la valeur ajoutée de l'e-sport dans leur compagnie. Et donc après le digital, c'est tout simplement l'achat in-game. Voilà, dans l'e-sport, c'est très très faible. C'est pas en vendant des skins dans le jeu en tant qu'événement e-sportif qu'on va réussir à équilibrer la balance économique. Et puis le streaming, donc c'est tout ce qui est broadcast qui génère également un petit peu de revenus. Mais on voit bien que si demain vous voulez rentrer dans l'e-sport, il faut être capable de vendre votre événement ou votre produit à des sponsors. C'est là qu'il y a le plus gros du revenu. Et c'est d'ailleurs plutôt les agences et les équipes qui se développent le plus vite parce qu'elles s'appuient sur cette économie du sponsoring. Oui, le chiffre qu'on voit à droite, quand même important, c'est 1,1 milliard de dollars. C'est le poids de l'e-sport dans le monde. Pour la petite histoire, en France, il y a une étude qui va bientôt sortir, qui a été menée par le ministère de l'économie et des finances et qui annonce qu'en 2019, le chiffre de l'écosystème e-sport en France était d'environ 50 millions d'euros. Hors revenus éditeurs, parce que les éditeurs n'ont pas partagé leurs chiffres. Mais bon, voilà, ça veut dire quand même qu'il y a 50 millions d'euros aujourd'hui qui se partagent entre les différents opérateurs et acteurs de l'e-sport français. Merci.
Merci Désiré. On a eu plusieurs questions. On va y revenir juste après le passage de François, car il a un imprévu, il a un impératif à 19 heures. Donc du coup, on a juste le temps de faire sa présentation et ses questions. Donc Désiré, on laisse de côté les questions concernant ton intervention. On en a plusieurs. Elles sont très intéressantes et on reviendra juste après dessus. Merci beaucoup en tout cas Désiré De rien. pour cette précision de qualité. Et donc, Merci je laisse beaucoup. la parole à François. François Singer, donc, qui est Purpose Partnership Manager chez 17 Sports. Donc, rapidement, 17 Sports, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises pour leur communication donc, via l'e-sport et qui veulent faire attention justement à un aspect éthique. Et c'est donc ce qui fait la valeur ajoutée de 17 Sports. Et donc, François va vous présenter tous ces aspects d'accompagnement des entreprises pour leur communication via l'e-sport et l'avantage notamment d'utiliser l'e-sport par rapport à une autre communication. Donc, François, c'est à toi de jouer. Merci Sarah, bonjour à tous, merci Désiré pour cette première partie de conférence. Je vais commencer par une petite introduction, ensuite je vais vous expliquer ce que je fais chez 17 Sports, peut-être préciser un petit peu nos enjeux et nos missions, et puis quelques thématiques aussi, la féminisation de l'e-sport, les nouveaux partenariats aujourd'hui qu'on appelle partenariats à mission, partenariats d'impact, et puis comment aussi les marques communiquent grâce aux jeux vidéo aujourd'hui et à l'e-sport notamment. Voilà, je commence par une petite introduction. Ces derniers mois, vous avez pu le constater, la pandémie mondiale, les marches pour le climat, les prises de position activistes des athlètes ou même des joueurs contre les discriminations ou encore les manifestations pour la justice sociale, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, ont tendance à accélérer la révolution citoyenne qui est en cours. On a une nouvelle génération aujourd'hui qui appelle les gouvernements, les entreprises, les ONG à s'unir pour une société plus juste, plus humaniste et plus durable. Quelques chiffres, aujourd'hui 80% des consommateurs mondiaux conviennent désormais que les entreprises doivent jouer un rôle crédible et de manière durable dans la résolution des problèmes de société. Elles doivent mieux communiquer sur ces enjeux et le faire de manière crédible et vraiment non intéressée, donc désintéressée. 70% des jeunes de la génération Z, donc nés après 1993, estiment que les organisations doivent être bien plus activistes et plus contributifs face aux enjeux sociétaux. Les organisations de l'e-sport et de l'écosystème des jeux vidéo se transforment elles aussi. Elles cherchent désormais à aligner leur raison d'être, donc leur mission, leur rôle en tant qu'entreprise, avec les stratégies d'enjeux de société et de laisser un impact durable sur les écosystèmes. On a pu le voir récemment avec le rapport d'impact qui a été publié par Electronic Arts sur justement ces enjeux de société, d'inclusion, de féminisation, on appelle aussi de gender equality. On ne parle même plus aujourd'hui de RSE, mais plutôt de ESR, d'entreprise sociétalement responsable, et non plus de responsabilité sociale des entreprises. Le monde, lui, du sponsoring sportif et e-sportif, qui n'est que finalement le reflet de la société, est également en pleine mutation. Je vous disais tout à l'heure, on parle de sponsoring contributif, on parle de partenariat d'impact, de partenariat à mission, et les problématiques d'inclusion, de diversité, d'empreinte carbone, de sustainability, etc., ont plus que jamais le vent en poupe et sont de plus en plus intégrés dans les stratégies des entreprises. Donc, quant à moi, comme l'a dit Sarah, je travaille au sein de 17 Sports. 17 Sports, pour vous faire un petit peu l'historique, on est la première entreprise d'impact à mission dans l'écosystème sportif et e-sportif. Le chiffre 17 fait référence aux 17 engagements de développement durable des Nations Unies. Notre mission est véritablement d'accompagner les entreprises, d'accompagner les éditeurs de jeux, d'accompagner les joueurs, d'accompagner les ONG dans ces notions de transformation, dans ces enjeux de transformation de société et d'intégrer plus d'impact au cœur même de leur stratégie. C'est ce qui va définir leur feuille de route, véritablement, leur blueprint, et qui va leur permettre de laisser un impact durable sur la société. Voilà, on a plus de 20 ans d'expérience dans cet écosystème-là. On travaille avec beaucoup de marques différentes, que ce soit Danone, que ce soit EDF, avec des équipes aussi. On accompagne MCES, dont on parlait Désiré tout à l'heure, sur des problématiques aussi d'impact sociétal. On est en contact aussi avec Vitality et on parle aussi avec des grosses équipes américaines sur leur transformation stratégique. Donc, ils intègrent cette notion de purpose. Le purpose, la définition, c'est la raison d'être, c'est la mission, c'est la quête de sens qui est mise au cœur de la stratégie.
qu'elles intègrent ces notions de purpose au cœur même de cette stratégie. Et ça va leur permettre deux choses. La première, renforcer leur position et leur leadership en intégrant ces enjeux de société et délivrer davantage de retombées économiques, que ce soit des retombées économiques, sociales et même environnementales. Donc, on a un cercle vertueux qui se met véritablement en place quand on met en place ces stratégies qu'on appelle purpose-driven. Sur cette slide que vous voyez là à l'écran, donc, les chiffres ont été déjà aussi partagés par Désiré. Donc, l'e-sport est en plein essor, vous l'avez constaté. Mais on a encore des problèmes qui sont inhérents et qui sont endémiques aussi à ces écosystèmes, qui ne sont pas que intégrés au sein de l'e-sport, mais également au sein d'autres secteurs d'activité, que ce soit des problèmes justement d'inclusion, que ce soit des problèmes de diversité, que ce soit des problèmes aussi de santé mentale, que ce soit des problèmes de blessures. Je vous dis ça parce que nous, on travaille sur ces enjeux aussi avec certains grands groupes, certaines grandes marques, pour essayer d'intégrer ces valeurs au cœur même des business models, au cœur même du développement économique de ces entreprises. Un autre exemple concret, quand on parle de sponsoring à mission, de sponsoring contributif, comme l'e-sport est le miroir de la société, ça doit se mettre en place au sein des organisations. EDF a été récemment partenaire de l'équipe e-sport MCES pour travailler sur différents enjeux. Le premier, l'enjeu de féminisation. Voilà, EDF travaille aussi sur ces enjeux et MCES est une des premières équipes à avoir monté une team 100% féminine. On a également un impact sur les collaborateurs en interne dans une entreprise. Quand on met en place ces stratégies, quand EDF devient partenaire de MCES, il y a aussi un intérêt pour les collaborateurs, c'est-à-dire qu'en interne, EDF va par exemple organiser des tournois de jeux vidéo afin de permettre de rapprocher les différentes strates de l'organisation. Donc, on va avoir un directeur d'une business unit qui va pouvoir être en train de jouer aux jeux vidéo avec un stagiaire, etc., etc. Donc, on a une cohésion d'équipe qui est renforcée aussi grâce à ce partenariat au sein de ces institutions. Donc, un impact sur les collaborateurs, ce qui n'est pas négligeable quand on doit renforcer le côté team spirit d'une organisation. On a aussi d'autres exemples assez intéressants. Je vous en ai mis une ici. Le partenariat entre Cloud9, qui est une équipe e-sport américaine, et Kaiser Permanente, qui est un consortium de soins américains. Ce partenariat est assez intéressant puisqu'en fait, on a là ici un consortium de soins qui va aider l'équipe Cloud9 à travailler sur des enjeux de santé mentale. Santé mentale, mental health issue, de santé mentale, afin de permettre aux joueurs dont certains souffrent aujourd'hui, que ce soit dans le domaine amateur ou professionnel, que certains souffrent par rapport à cette pratique du jeu vidéo et par rapport parfois à un accompagnement qui n'est pas suivi et qui n'est pas mis en place. Donc là, on a typiquement un partenariat à mission où l'entreprise va aider l'équipe à structurer des programmes de mental health avec des programmes de recherche. Et je salue en passant Nicolas Besson, que connaît Désiré, qui travaille aussi sur ces enjeux de mental health si importants dans l'univers du jeu vidéo aujourd'hui, si importants pour les joueurs et leurs entourages. Et l'importance de ce partenariat n'est pas qu'un partenariat business, mais un partenariat d'impact. Je vous parlais aussi tout à l'heure de féminisation. C'est vrai qu'on a sur certaines équipes encore des problématiques. Il y a même certains scandales dans certaines équipes 100% presque masculines, avec des propos qui pouvaient être pas très cohérents et on va dire contre la gente féminine, avec des problématiques aussi de gender equality, donc d'enjeux aussi de société par rapport à ces phénomènes-là, qui doivent être pris en compte et qui doivent être intégrés au sein même des partenariats et au sein même des communications de ces équipes et de ces joueurs ou de ces développeurs. Les joueurs ont donc un rôle aussi à jouer, c'est le cas de le dire. Nous, ce qu'on a constaté quand même au sein d'e-sport, c'est qu'il y avait parfois des difficultés pour ces joueurs de prendre la parole sur ces problématiques, soit par manque d'accompagnement, soit parfois ils ne se sentaient pas forcément légitimes pour porter ces enjeux de société. Mais on avait parfois des joueurs qui semblaient être un peu réticents et qui se devaient d'être un peu plus accompagnés aussi sur ces faits, sur ces propos, et donc conseiller aussi sur la manière dont ils pouvaient s'exprimer et dont ils pouvaient être modèles sur ces enjeux. Pour une marque, c'est également important pour divers aspects, et je vous en ai mis quelques exemples ici. L'opportunité de pouvoir s'associer à une équipe ou de pouvoir communiquer au sein de l'e-sport ou au sein de l'industrie du jeu vidéo est multiple. Générer des nouvelles sources de revenus, Désiré l'a aussi dit tout à l'heure. On va avoir accès justement à des nouvelles catégories, à une nouvelle audience. Augmenter aussi la réputation de sa marque, puisque de plus en plus on parle justement de diversification et d'impact sociétal et environnemental, et à travers l'e-sport on peut le mettre en place.
Je prends l'exemple de MCES qui travaille dans les quartiers nord de Marseille à l'inclusion de jeunes en difficulté grâce à l'e-sport, qui travaille sur la féminisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est avantageux pour une marque de pouvoir derrière s'associer à ce type d'équipe pour pouvoir porter ces messages, à la fois en interne et à la fois en termes de communication externe. Donc, on a un enjeu aussi qui est assez important, cet enjeu de société qui est important. On a aussi derrière pouvoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, toucher des audiences diverses et variées et travailler aussi sur d'autres problématiques. Je vous donne un autre exemple, la problématique du handicap et de l'inclusion, qui est aussi présent au sein de certaines équipes. EDF avait travaillé aussi sur ces enjeux avec une équipe d'Handy Gaming, avec la fondation Handisport aussi, et travaillé sur ces notions d'inclusion grâce à son partenariat. Renault aussi a travaillé sur ces enjeux, et je sais que la Fédération France e-sport, je crois, travaille aussi avec Capgame ou Able Gamer, qui sont aussi des organisations qui travaillent sur ces notions de handicap et d'inclusion dans l'e-sport et dans le secteur des jeux vidéo. D'autres exemples aussi de partenariats à mission et d'activation assez intéressantes mises en place par des marques. Le Crédit Agricole, par exemple, qui a lancé une campagne de sensibilisation pour la sécurité routière à destination des jeunes conducteurs et qui a pu toucher une audience différente en créant le Security Trophy, qui est un tournoi d'e-sport inspiré de ses propres stages de conduite préventive et qui permet justement de travailler sur ces enjeux de prévention. Il y a aussi une activation qui a été remarquable, qui a été faite par une agence qui s'appelle Havas sur l'enfant bleu dans Fortnite, qui mérite aussi d'être évoquée. En 2-3 mots, très intéressant, il faut savoir que certains enfants sont malheureusement battus par leurs parents et leur seule façon de pouvoir s'exprimer et de pouvoir communiquer, c'est parfois à travers le jeu vidéo. Et donc, on a l'éditeur de Fortnite qui a décidé de mettre en place dans le jeu un avatar qui s'appelle l'enfant bleu, et qui a permis à des enfants de pouvoir communiquer sur cet avatar, donc auprès de cet avatar, sur le fait qu'ils étaient maltraités par leurs parents. Et donc, derrière l'avatar, remonter cette information auprès des services sociaux concernés et a pu sauver des enfants, et ça s'est réellement passé, a pu sauver des enfants qui étaient maltraités par leurs parents et qui ont pu s'exprimer à travers le jeu vidéo. Donc, on a des exemples d'activation hyper fortes. Et puis, on a aussi l'engagement des communautés, je voulais aussi en parler. La communauté e-sport qui est assez engagée de plus en plus, qui est assez activiste. On a eu le cas de figure avec Riot Games qui a voulu travailler à développer son secteur d'activité en Arabie Saoudite. Et tout de suite, on a eu une levée de bouclier de la communauté qui a refusé certains partenariats et certains discours avec l'Arabie Saoudite. Donc, une communauté engagée, une communauté activiste qui peut aussi se mobiliser pour des grandes causes. On a eu le cas de Z-Event qui a levé des fonds, je crois, c'est 3,5 millions d'euros de dons pour l'Institut Pasteur en quelques heures, pulvériser les records de levée de fonds sur des enjeux de société. Et voilà, c'est toute la communication, toute la belle communication qui peut être faite et toutes les activations qui peuvent être faites à travers l'e-sport aujourd'hui et les jeux vidéo. Et voilà, j'ai encore beaucoup d'exemples, mais c'est typiquement des enjeux de société qu'il faut prendre en compte et c'est typiquement des nouveaux partenariats qui sont en train d'être discutés aujourd'hui. Je vous fais le parallèle avec le sport. Dans le sport, on commence à avoir des partenaires, des marques qui se retirent de certaines organisations parce qu'ils considèrent que ces organisations n'ont pas assez d'impact social ou environnemental. Je pense que l'e-sport est encore embryonnaire dans sa construction, que l'intégration du purpose, de la raison d'être, on n'est pas encore sur ces sujets vraiment au cœur même des stratégies des équipes. Mais demain, les équipes qui seront les plus performantes à la fois sur le terrain, mais également en dehors, ce sont les équipes qui auront intégré ces stratégies purpose, qui auront intégré cette notion de mission sociale et d'impact social et environnemental au cœur de la stratégie. Ceux qui ne l'auront pas fait verront des sponsors se retirer, et c'est déjà le cas, pour ne pas le citer, Vitality, des sponsors se sont retirés parce que voilà, l'équipe pour ces sponsors n'était pas encore assez engagée sur ces enjeux. Voilà. Donc, je termine là ce propos et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible pour vous répondre. Merci à tous. Très bien, merci beaucoup François pour avoir cette vision, notamment des enjeux sociétaux qui peut y avoir derrière l'e-sport et que ce n'est pas seulement des joueurs qui s'affrontent, ça va bien au-delà et on va tendre plus vers ça. Donc, je laisse la main à André qui va donc sélectionner quelques questions pour toi, François, oui, qui ont été posées dans le chat. Ouais.
Bonjour, déjà, merci aussi à Désiré. Après, on reviendra vers toi et avec les questions, d'accord? Donc, pour continuer avec François, donc on a plusieurs questions. La première de Manon. Qu'en est-il de la réglementation pour les produits et les marques soumises à de nombreuses réglementations physiques, comme l'alcool, par exemple? Au sein de l'écosystème d'e-sport, Ouais, ça dépend ensuite des équipes, mais je sais que peut-être que Désiré aussi pourrait répondre à cette question. Désiré, je te laisse peut-être répondre parce que tu as Oui, plus d'expertise que moi. parfait. oui, oui. Alors, il faut savoir que la plupart des éditeurs de jeux interdisent tout simplement à l'association de leur marque à toute industrie autour des armes à feu, autour de l'alcool, autour de la drogue évidemment, mais ça c'est légal. Mais c'est pas tellement la loi il n'y a pas de réglementation particulière comme on peut l'avoir au cinéma ou à la télé sur l'encadrement de l'usage ou en tout cas de l'association avec l'alcool ou la cigarette. C'est vraiment les éditeurs qui, pour plein de raisons, parce que bah, c'est évident, quand on édite un jeu vidéo, c'est plutôt pour les jeunes, et donc pour des questions marketing, il est très 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 dangereux pour un éditeur de jeu de commencer à insérer tout ça. Alors, il faut savoir qu'en France, en plus, c'est assez particulier, c'est que les jeux sont soumis à une réglementation qui s'appelle le PEGI, PEGI, vous pouvez aller voir sur Internet, qui vient classer les jeux. Et en fait, si vous commencez à associer alcool, cigarette, arme à feu à votre jeu, bah, vous prenez le risque tout simplement, bah, c'est le cas de GTA par exemple, qui est PEGI 18, et donc forcément ça veut dire que votre jeu sera moins vendu auprès de la cible jeune. Donc voilà, donc c'est pas une réglementation euh, légale, c'est vraiment un encadrement par l'éditeur du jeu lui-même. D'accord. Incroyable. Merci beaucoup, Désiré, et aussi François. On va continuer avec Corentin. Penses-tu que dans quelques années, les entreprises communiqueront via l'e-sport autant que via le sport traditionnel aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y aura un mix. Je pense que ce sera, et c'est déjà le cas dans certaines entreprises, hein, on a une mix de communication, c'est-à-dire que les investissements seront à la fois mis sur une partie, on va dire, gaming, jeux vidéo, et sur une partie sport traditionnel. Et aujourd'hui, la frontière est mince, et Désiré pardon, le disait tout à l'heure, avec Yannick Amiel, qui est d'ailleurs l'ambassadeur de l'équipe MCES. La frontière est mince, et je pense que de plus en plus, cette frontière qui tend à être de plus en plus poreuse, se rejoindra, sera en quelque sorte un peu mix. Pardon. Et les partenariats, en tout cas, les partenaires joueront sur plusieurs tableaux et joueront sur plusieurs, on va dire, assets, que ce soit le sport traditionnel, que ce soit les nouveaux médias, ils communiqueront aussi sur Twitch, ils iront sur TikTok, ils iront sur Clubhouse. Il y aura une diversité. Il y aura une diversité. Aujourd'hui, ils sont en train de penser leur mix marketing et leur mix d'investissement et même leur partenariat sur ces différents leviers. Je vous donne un autre exemple assez concret. Nous, on discute avec François Gabard, qui est un célèbre skipper sur la voile. Et ben, ces activités de partenariat demain seront sans doute divisées entre Virtual Regatta, qui est ce jeu sur mobile qui fait un carton en audience. Il y aura à la fois aussi des partenariats physiques, il y aura aussi dans le sport de voile classique et le Vendée Globe, etc. Voilà, on joue sur tous les tableaux, les entreprises joueront sur tous les tableaux, les partenaires aussi, et il y aura un mix. Et pour moi, les audiences parfois sont différentes, parfois elles se rejoignent, parfois elles sont similaires, mais il faudra aller de toute façon sur plusieurs tableaux si on veut diversifier et avoir peut-être un impact social et environnemental encore plus fort aujourd'hui pour toucher un maximum de personnes. D'accord. Et encore une question avant que tu partes. Donc, de Florian cette fois. Une petite entreprise peut-elle sponsoriser de l'e-sport ou doit-elle se contenter du sponsoring de youtubeurs, streamers? T'en penses quoi? Non, non, pour moi, je pense que c'est assez varié. Il y a des petits partenariats, il y a des gros partenariats. Je ne pense pas qu'il y ait de limites ou de freins. Alors, il y a certaines grosses équipes, c'est sûr qu'on va avoir des montants qui seront beaucoup plus forts. Je crois que les équipes américaines sont valorisées à 400 millions d'euros. Une équipe comme MCES, je crois que c'est 10 millions d'euros aujourd'hui. Tout dépendra après des typologies de partenariats qui sont mises en place. Après, on peut avoir des partenariats intelligents, ce que j'appelle les partenariats justement à mission et d'impact, d'inclusion. On n'est pas obligé d'avoir forcément des montants financiers colossaux pour
pour s'adresser et devenir partenaire d'équipe. Voilà, moi, demain, j'aimerais bien voir des marques comme Teddy Bear ou Tempour, qui sont des marques de literie, travailler sur l'amélioration de la qualité du sommeil des joueurs e-sport, par exemple, pour s'associer avec une équipe, avoir une intelligence, une finesse dans les partenariats qui apporterait à la fois de la valeur business pour la marque et à la fois de la valeur pour les équipes, pour les joueurs et pour tout l'écosystème e-sport. Le but, véritablement, c'est d'élever l'ensemble de l'industrie. Nous, on parle aussi avec la Global eSport Federation pour intégrer ces notions d'impact environnemental et social. Il faut élever l'industrie vers ces enjeux parce que le sport est en train de le faire depuis quelques années. L'e-sport, c'est encore embryonnaire, mais c'est quand même en train d'être mis en avant. Et voilà, je pense qu'il faut, via aussi les partenariats, être humble et avoir différentes typologies de partenariats possibles. Donc voilà, mais pour moi, l'e-sport, le gaming en général et l'industrie des jeux vidéo a un formidable boulevard devant lui pour être porteur de ces sujets sociétaux, de ces sujets environnementaux aussi, parce qu'on parle beaucoup aussi de data et de data centers qui polluent aujourd'hui, et donc il faut aussi travailler sur ces enjeux. Je crois que ça prend 10% chaque année de plus de pollution, entre guillemets, liée aux enjeux de la data et aux enjeux informatiques, etc. Donc voilà, pour moi, c'est pas antinomique et tout peut être possible aujourd'hui. Et il faut élever l'e-sport et il faut aider l'e-sport et l'industrie du gaming et du vidéo à prendre en compte ces enjeux. Voilà. C'est très, très clair. On a beaucoup de questions. Est-ce que tu as encore le temps d'en répondre une dernière? Oui. Ouais, parfait. Donc, avec Lydia, donc, certains clichés liés au gaming freinent-ils certaines entreprises à communiquer via l'e-sport? Si oui, comment faites-vous pour les convaincre? Oui, bah c'est sûr qu'il y a encore des réticences, il y a encore des clichés. Pour les convaincre, c'est simple, il faut un des leviers qui peut. Alors, il y a le levier financier, bien sûr, qui est à prendre en compte, et ça, c'est encore quand même la majorité des partenariats aujourd'hui, c'est un levier financier. Voilà, c'est un des premiers leviers. Par contre, ce qu'on est en train de voir, nous, c'est en intégrant une dimension d'impact social et environnemental, on arrive justement à convaincre les marques de s'engager, d'être porteur et d'être crédible. Quand je vous parlais des 17 engagements de développement durable des Nations Unies, je vous invite à regarder ces 17 engagements, ces 17 ODD, qui sont maintenant aujourd'hui au cœur même des stratégies des entreprises, de plus en plus, au cœur même des décisionnaires, c'est même les gouvernants qui prennent en compte ces 17 enjeux de société. À partir de ce moment-là, si on arrive à se greffer sur un ODD, sur un objectif de développement durable, et à convaincre qu'une équipe, qu'un joueur, qu'un éditeur se met sur cette branche, sur cet ODD, je prends un exemple, l'ODD développement durable, l'ODD éducation, l'ODD santé, si on arrive à prendre en compte cet ODD-là, on peut créer tout un écosystème qui fait en sorte que finalement, on a la marque qui est engagée sur des problèmes, par exemple, l'éducation, l'équipe e-sport qui s'engage sur ces notions d'éducation, les ayants droit qui s'engagent sur cette notion d'éducation, et on crée un cercle vertueux d'impact positif qui fait en sorte finalement que tout le monde est gagnant. À la fois, ça répond aux objectifs business de l'entreprise, à la fois l'équipe e-sport qui trouve un sponsor est content parce que ça lui fait une manne financière, et en plus, on travaille sur de l'impact. Ici, l'inclusion, l'éducation, etc., la féminisation. Donc, on crée ce cercle vertueux, ce qu'on appelle nous le sponsoring à mission, qui est encore embryonnaire aujourd'hui et qui fonctionne très très bien. Je donne un exemple très concret par rapport à l'univers du sport, vous verrez comment ça peut se mettre en parallèle. Sur le Vendée Globe, donc cette course aussi de voile, on a un réseau social d'entreprises qui s'appelle Linked Out, qui a été porté sur le Vendée Globe par un des skippers, par une marque qui s'appelle Avens. Cette marque Avens fait de la cybersécurité informatique. Le sponsoring qui a été mis en place, c'est que sur la voile du bateau, ils ont choisi de mettre Linked Out, donc promouvoir ce réseau social qui permet à des personnes en situation de difficulté de trouver un emploi. Ils ont préféré mettre sur la voile Linked Out plutôt que de mettre le nom de la marque, de leur marque, plutôt que de mettre Avens. Ils se sont retirés au profit de cette association d'impact social ou d'impact environnemental, ici impact social. Donc la nouvelle typologie de partenariat aujourd'hui, c'est parfois pour une marque de se retirer en termes de visibilité, ce qui est complètement à contre-courant du monde d'avant, où il fallait que ce soit le nom sur la voile ou son nom sur la coque du bateau. On se retire, on met en avant une association d'impact, ici Linked Out, et cette association d'impact va générer derrière des retombées médias qui sont hyper intéressantes, en plus des retombées en interne, parce que les collaborateurs de la boîte vont se dire « Waouh, mais je suis dans une entreprise qui met en avant des projets d'impact social et environnemental, donc je me sens mieux dans mon entreprise ».
ça va avoir derrière, parce que les gens cherchent, donc les gens tapent LinkedIn et ils trouvent derrière Avens. Et ça rapporte aussi pour l'entreprise Avens derrière de mettre en place cette stratégie d'impact social. Donc, on crée en fait un cercle vertueux total en 360 et c'est des use cases qui fonctionnent très bien et qui peuvent être appliqués demain dans l'e-sport où des équipes pourraient se retirer parfois au profit de cause sur un maillot de joueur, d'avoir la banque alimentaire au lieu d'avoir juste un bridou. Et ben voilà, on a mis en avant une association oui, une association ou un projet d'impact social et environnemental. Donc voilà, ça fonctionne et c'est même, je pense, la typologie des partenariats de demain qui seront demandeurs d'impact. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair et très complet aussi. Donc, François, c'était incroyable. Merci d'être ici, d'avoir pris le temps. On sait que tu as un engagement. Voilà, oui, je vous laisse en trop de bonnes mains, merci. Et puis, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre sur LinkedIn ou autre à me contacter, je serai ravi de vous répondre. Voilà, merci pour l'invitation, merci à tous. Merci beaucoup, Merci François. beaucoup. Merci, au revoir. Et il en reste des questions à désirer aussi. On va pas t'oublier, tu sais. On va passer à Axel comme ça. Il fait aussi son intervention. Et ensuite, on reprend. Ok. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Sarah, je te laisse. Tout à fait. Donc, à présent, on va écouter Axel Olivero. Donc, il est marketing producer chez Arcane Studio. Donc, c'est un éditeur de jeux vidéo. Et donc, il va en fait nous présenter son parcours, qui est un peu atypique, et nous expliquer ce qui l'a amené à ce poste de marketing producer, et notamment parler de la communication pour une entreprise qui développe des jeux vidéo. Donc, Axel, c'est à toi. Merci pour cette introduction. Et merci à tous pour votre temps. Sachant que Castex va pas tarder à parler, c'est un honneur d'occuper votre temps. Donc oui, effectivement, comme le disait Sarah, je vais très humblement vous raconter mon parcours. Je ne suis pas PDG de Danone et je ne vais pas faire une masterclass, mais je me suis dit que des étudiants qui aiment des jeux vidéo, potentiellement, ce sont des personnes qui aimeraient rentrer dans cette industrie. Et étant donné que j'ai un parcours assez atypique, je me suis dit que peut-être que mon histoire personnelle pouvait vous intéresser. Encore une fois, ce n'est pas du tout une leçon de vie, c'est vraiment une succession de belles rencontres, de chances qui m'ont amené jusqu'ici. Mais voilà. Et du coup, la raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de ça, c'est que je me suis mis à votre place en fait. C'est un exercice qui est super habituel quand on fait de la com et du marketing. On se met à la place de son audience pour essayer de comprendre ce qu'elle attend, l'état d'esprit dans lequel elle est, ce qu'elle aimerait entendre, ce genre de choses. Et du coup, je me suis basé sur deux éléments. Inévitablement, le contexte actuel. Je faisais référence à Castex juste avant, mais c'est un environnement dans lequel on vit depuis un an. La crise du Covid, l'angoisse que ça peut générer chez un petit peu tout le monde, peu importe les tranches d'âge, qu'on soit étudiant ou non. Et deuxièmement, justement, votre statut d'étudiant ou de jeunes actifs, qui, combiné à ce contexte actuel, peut faire un petit peu peur. On peut se poser des questions. Est-ce que ça vaut le coup de tout plaquer pour tenter quelque chose d'autre, de rentrer dans une industrie pour potentiellement, quelques années plus tard, en changer? Est-ce que c'est possible, etc. Donc, voilà, c'est pour ça que je vais vous raconter un petit peu tout ça. Encore une fois, c'est pas une masterclass, c'est juste mon histoire personnelle. Et donc, actuellement, effectivement, je suis marketing producer chez Arcane Studio, qui est un studio qui développe des jeux vidéo, qui est basé à Lyon, qui s'est fait connaître au début des années 2000-2010 avec un jeu qui s'appelle Dishonored. Et actuellement, on travaille sur un jeu qui s'appelle Deathloop, qui va sortir sur PlayStation 5 et PC en 2021. Et donc, je suis marketing producer, ça signifie que je m'occupe du marketing au sein de ce studio. Je suis tout seul, au milieu de 180 développeurs. Et je m'assure qu'on produise des assets de qualité, que les interviews qu'on organise avec les journalistes se passent bien, qu'il y ait les bons éléments de langage, que lorsqu'on a la chance d'organiser des événements physiques, ce qui est plus possible maintenant, mais maintenant on bascule sur du digital, là encore ça se passe bien en termes de communication, etc. Mais ce qui est assez amusant dans tout ça, c'est que j'ai aucun diplôme de communication, j'ai aucun diplôme de marketing. Mon seul diplôme, c'est un diplôme de cuisinier que j'ai eu quand j'avais 15 ans.
à l'époque où j'allais pas en cours parce que ça me plaisait pas. Je devrais pas dire ça à des étudiants, mais c'est la vérité. Et en gros, j'étais plus intéressé par rentrer chez moi pour jouer à Counter-Strike que suivre les cours. Donc c'était il y a 15 ans et Counter-Strike était déjà bien là et bien présent. Et, euh, et, euh, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté les cours, j'ai pas passé mon brevet, des collèges. Pas mon bac, pardon. Et je me suis lancé dans des études de cuisinier parce que je trouvais ça cool, tout bêtement. C'était au début de cette mode pour les émissions de télé, c'était avant Top Chef. C'était à l'époque où il y avait Cyril Lignac qui devenait connu en France. Mais voilà, du coup, je me suis embarqué pendant 3 ans là-dedans pour au final me rendre compte à la clé que ça ne me plaisait pas, ou en tout cas que j'avais pas envie d'en faire ma vie. Et, euh, et du coup, à cette époque-là, j'avais 18 ans, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. La seule certitude que j'avais au fond de moi, c'est que j'aimais les jeux vidéo, j'aimais ça, j'aimais jouer, et j'aimais un petit peu écrire aussi. Du coup, je me suis mis à écrire bénévolement pour des sites internet qui existent encore maintenant, qui sont spécialisés dans le jeu vidéo. Voilà, j'étais chez mes parents, j'achetais des jeux, j'écrivais des articles, des news, je les envoyais bénévolement à des sites qui les mettaient en ligne. Et au fur et à mesure, pendant quelques mois, j'ai fini par rencontrer le rédacteur en chef d'un magazine qui s'appelle PC Jeux, euh, qui n'existe plus maintenant parce que les magazines de jeux vidéo ont mis la clé sous la porte suite à l'émergence d'Internet et au fait que les gens gratuitement puissent accéder à l'information et que du coup, ils n'ont pas envie d'attendre un mensuel qui va leur coûter 10 euros à la fin du mois et dans lequel les informations seront plus les bonnes. Et donc j'ai rencontré une bonne personne, Jean-Pierre Abidal, le rédacteur en chef, qui m'a fait confiance et qui m'a dit si tu veux, tu peux continuer, mais tu auras un contrat, tu seras payé pour ça. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai été testeur de jeux vidéo par chance, vraiment, par travail aussi, mais par chance. Et voilà, c'était l'éclate, quoi. C'était un peu le rêve c'était un peu mon rêve de gosse d'être payé à rester chez moi, à jouer à des jeux, à écrire des articles dessus. J'étais déjà bien confiné à l'époque. Et au final, voilà, au bout d'1 an et demi, ça s'est terminé parce que, comme je le disais, les magazines ne se vendaient plus. Et là, j'ai été de nouveau confronté à un dilemme, entre guillemets, c'est que le seul diplôme que j'avais en poche, finalement, c'était un diplôme de cuisinier. J'avais 19 ans. Je ne me considérais pas comme un journaliste sous prétexte que j'avais écrit dans des magazines, donc j'étais un peu paumé, on va dire. Et du coup, finalement, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai fait la part des choses. Je me suis rendu compte que je préférais le jeu vidéo à la cuisine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un site qui s'appelle l'afjv.com, afjv.com, qui existe encore aujourd'hui et qui liste plein d'offres d'emploi et de stages. Et du coup, j'ai envoyé un mail à une agence qui cherchait un stagiaire pour faire de la com et du marketing. Et ils ont été suffisamment fous pour m'embaucher parce que mon entretien s'est assez mal passé, je trouve. Et finalement, je suis resté 4 ans là-bas pour travailler du coup avec plein de clients différents, avec Ubisoft, avec Electronic Arts, avec la Warner, avec Disney. Et j'en passe. Et c'est un peu l'un des enseignements de mon parcours et un conseil que je pourrais vous donner si jamais vous avez l'opportunité de travailler en agence au début de votre carrière professionnelle, c'est que pour moi en tout cas, ça a été incroyablement formateur parce que vous êtes l'agence, vous travaillez avec plein de clients différents. Si vous avez la chance de travailler dans une agence intéressante, vous avez des clients intéressants comme Ubisoft, comme Warner, comme Disney, et du coup, vous êtes confronté à plein de cas de figure différents, à plein de profils différents, qui ont plein de process différents, plein de manières de fonctionner différentes, plein de budgets différents, donc voilà, les problématiques sont un petit peu infinies. Et au quotidien, vous êtes confronté à plein de problèmes, vous avez Ubisoft qui vous appelle, qui vous dit qu'il n'a que 5 000 euros pour faire une vidéo YouTube avec Cyprien qui en vaut 40 000. Et du coup, c'est à vous de trouver des solutions à tous ces problèmes. Et c'est hyper formateur. Et surtout, vous faites énormément de contacts. Ça, c'est aussi l'autre belle facette de l'agence, c'est que vous êtes en contact avec des directeurs marketing, avec des attachés de presse, avec des chefs de produits, des chefs de projet, avec plein de personnes différentes. Et c'est avec cette relation que vous créez avec vos clients que vous faites un carnet d'adresses et qu'un jour, peut-être,
quand une opportunité se présentera chez Ubisoft ou chez Warner, potentiellement on pensera à vous parce que vous aviez fait le taf à l'époque pour eux en agence. Donc voilà, c'est pas forcément simple de travailler en agence parce qu'on est souvent sous-payé, on a souvent énormément de travail. Mais si vous avez l'opportunité de commencer en agence, que ce soit pour du jeu vidéo ou pour autre chose, moi je le recommande toujours beaucoup. Et donc voilà, 4 ans d'agence, ça s'est super bien passé. Et puis décidément, parce que je fais un peu n'importe quoi, j'ai posé ma démission parce que je voulais faire un tour du monde pendant 6 mois, 1 an. C'était un peu indéterminé. Et donc j'avais un peu tout préparé, mon itinéraire, mon sac, etc. Et 2 semaines avant de prendre mon avion, j'ai mon téléphone qui a sonné. C'est Bethesda qui m'a appelé. Bethesda, c'était l'un des clients que j'avais à l'époque en agence et qui m'a dit on cherche quelqu'un pour faire de la com et du marketing chez nous. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et j'étais bien embêté parce que Bethesda, c'était l'endroit où je voulais postuler à la fin de mon retour en France, en fait, après mon tour du monde. Du coup, j'étais confronté à un beau dilemme et au final, je les ai rappelés. Le lendemain, on s'est rencontrés et je n'ai pas fait mon tour du monde. Ça a été assez difficile comme décision à prendre, mais j'ai pas fait mon tour du monde. J'ai accepté le job. J'y suis resté pendant 5 ans. Je vais pas vous mentir, les premiers mois, j'ai rêvé de mon tour du monde toutes les nuits pendant 1 an, je pense. Parce que forcément, on se projette, etc. Mais ça fait partie aussi du jeu d'avoir des projets, de se projeter et puis finalement de changer d'avis au dernier moment. Et là, en tout cas, c'était vraiment le cas. Et du coup, chez Bethesda, donc j'ai été attaché de presse, community manager et chef de produit sur des jeux comme Fallout 4, comme Doom, comme Dishonored, Skyrim, etc. Donc c'est des jeux que les joueurs connaissent en général. Et là, c'était très intéressant parce que j'étais côté éditeur. Donc c'est ceux qui protègent un peu leur licence, comme disait Désiré tout à l'heure. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que côté éditeur, justement, on a les licences, on a plus de budget, on a plus de moyens, on a plus de pouvoir de décision. Et on a un peu plus le chef d'orchestre par rapport à l'agence. Et cette expérience que j'avais en agence, où je passais ensuite chez le client, chez Bethesda, c'était un cheminement et un circuit qui était assez naturel et assez idéal en fait. Et encore une fois, si vous avez l'opportunité de commencer par l'agence pour vraiment faire vos marques, faire votre réseau et ensuite basculer sur l'annonceur, vous aurez un suivi qui sera assez fluide. Vous allez vraiment monter en compétence de manière assez naturelle. Et si vous bossez à fond et que vous avez un peu de réussite, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà. Et puis après, finalement, au bout de 5 ans, j'ai reçu un autre coup de fil d'Arcane Studio, qui est un studio donc, là où je travaille maintenant, qui est basé à Lyon, avec qui je travaille un petit peu chez Bethesda parce qu'on était au sein du même groupe. Et là encore, qui m'a dit si tu veux, on cherche quelqu'un pour faire du marketing en interne. L'équation était là encore pas très simple parce que moi j'habite à Paris, Arcane Studio c'est à Lyon. J'habitais avec ma copine, ça signifiait qu'il fallait qu'on déménage, mais elle venait de commencer un nouveau boulot, donc voilà, c'est encore un nouveau casse-tête qui se met en place. C'est pas un tour du monde, c'est juste pour aller à Lyon, mais ça apporte encore une fois plein de problématiques. Et finalement, j'ai encore dit oui, décidément, j'ai encore dit oui à Arcane. J'ai pris un appartement à Lyon. En plus de mon appartement à Paris, je faisais 2 allers-retours par semaine entre les 2 villes pour être avec ma copine et avec mon boulot jusqu'à mars 2020, le confinement. Et maintenant, ça fait 1 an que je suis à Paris et j'ai aucun regret d'avoir accepté parce que sinon, je serais passé à côté de cette opportunité. Donc voilà, tout ça pour dire que mis bout à bout, dans le contexte actuel où on peut avoir peur de prendre des décisions, d'aller dans une direction puis dans une autre, et c'est tout à fait légitime avec le contexte actuel. J'espère que, très humblement, encore une fois, je ne fais pas une masterclass, ce n'est pas une leçon de vie, mais j'espère que ce que je vous ai raconté là, quelque part, ça pourra servir à l'un d'entre vous un jour quand vous serez confronté à des prises de décision de ce type, parce que je vous souhaite que ça arrive, c'est pas toujours simple. Vous avez le droit de vous planter, ça arrive tout le temps. Mon parcours est
il n'y a pas que des succès, il y a aussi plein d'échecs et ça fait partie du jeu aussi, on apprend comme ça. Mais voilà, si vous avez l'opportunité de partir à l'étranger, de changer d'industrie, de changer de poste ou quoi que ce soit et que ça vous fait un peu flipper, vous avez le droit de refuser, mais vous avez aussi grandement le droit d'accepter. Et je pense que ça fait partie du succès d'une vie personnelle et professionnelle, c'est de prendre des risques à un moment ou à un autre. Voilà, malgré le contexte du Covid. Tout simplement. Merci Axel. Merci beaucoup, Axel. Merci. Avec plaisir. Désolé pour l'absence de PowerPoint. Non, mais je me c'est suis mieux dit que que le texte. ce serait C'est bon, c'est suffisant. bon. Non, c'était parfait. Donc, je pense que là, on va passer aux questions pour toi. Donc, juste pour rebondir dans ta présentation, donc, tu avais dit que toi, en fait, tu étais en train d'attirer déjà Bethesda, tu voulais faire le tour du monde, etc. Mais tu l'as Mm. attiré. Donc, la question, c'est, tu penses que euh, est-il plus difficile d'accéder à un métier dans le secteur des jeux vidéo que dans d'autres secteurs? Par exemple, Ubisoft ou Arkane. Hmm. Bah, moi, je connais un peu que le jeu vidéo, donc j'aurais un peu de mal à comparer, mais dans mon environnement proche, par exemple, je connais des blogueurs, par exemple, des gens qui avaient monté leur blog jeux vidéo, qui étaient passionnés par ça, et qui ont réussi à mettre le pied dans la porte pour, en répondant à une annonce de stage, finir attaché de presse, par exemple. Parce qu'ils avaient une expérience un petit peu avec les attachés de presse, étant donné qu'ils étaient rédacteurs sur un blog, que finalement, l'industrie française dans le jeu vidéo, il y a pas énormément de monde. On se connaît tous un petit peu. Et, et finalement, ça va assez vite, en fait, de rentrer dans cette industrie, à condition d'avoir un peu de chance pour rencontrer les bonnes personnes et de faire ses preuves, parce que des opportunités, il n'y en a pas non plus, 500 qui se présentent. Donc, j'aurais du mal à donner un ordre de grandeur. Est-ce que c'est plus simple de rentrer dans l'industrie du jeu vidéo ou dans l'industrie de la mode, par exemple? Mais oui, tu as tout à fait tes chances si tu as envie, si tu es passionné, si tu es à l'écoute et si tu prouves que tu es quelqu'un de confiance. C'est super basique hein, ce que je dis, mais, euh, mais on peut un peu fantasmer l'industrie du jeu vidéo en se disant c'est inaccessible, c'est le jeu vidéo, c'est comme de travailler dans le cinéma quand on est passionné de cinéma, mais on n'est pas obligé de finir comme Spielberg sous prétexte qu'on travaille dans le jeu vidéo, dans le cinéma, pardon. On peut rentrer dans l'industrie du jeu vidéo en ayant un poste de community manager, d'attaché de presse, de chef de produit, et puis petit à petit, si l'envie nous dit de monter les échelons, je pense que c'est possible, ouais. Parfait, alors. Alors, il y a une question aussi de Victor. Quels sont les éditeurs phares du monde du jeu vidéo? Ceux qui attirent le plus les talents, on va dire. Bah, en France, en tout cas, Ubisoft clairement a Bien la plus sûr. grosse part parce que historiquement c'est une boîte française. Il me semble que les frères viennent de Bretagne et les frères Guillemot et même si c'est considérablement étendu au reste du monde, maintenant vous avez des studios il me semble en Afrique du Nord, en Asie, en Amérique, enfin voilà, il y en a absolument partout des bureaux d'Ubisoft. Encore une fois, en France, ça reste le plus gros éditeur, le plus prestigieux. Mes parents connaissent Ubisoft. Par contre, mes parents ne connaissent pas Arkane Studio, là où je travaille. Parce que Ubisoft a fait Rayman, parce que Ubisoft a fait Assassin's Creed, parce que ce sont des licences qui sont archi populaires. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que Ubisoft a une très grosse part en France. Après, vous avez aussi Electronic Arts, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais pourtant ils ont fait FIFA, donc forcément tout de suite les gens connaissent. Epic Games, les gens connaissent pas forcément, mais quand on dit Fortnite, voilà, ça parle à tout le monde. GTA, mes grands-parents connaissent, mais Games, donc voilà. Le nom de l'éditeur finalement fait pas toujours tout. Le produit, c'est le plus important. Et, euh, et par exemple en France, on a aussi Namco Bandai qui est basé à Lyon, qui est très connu pour ses jeux Naruto, Dragon Ball Z, qui est culture populaire extrême en France parce qu'on adore les mangas, on est des gros consommateurs. Et du coup, au-delà de chercher quel est l'éditeur le plus gros, le plus intéressant, la finalité, c'est vraiment de se dire sur quel projet je vais travailler au final. Si tu es fan de Dragon Ball Z, bah, faut aller bosser chez Namco Bandai. Voilà. Bien sûr, ça répond à la question. Et aussi, encore deux questions donc, de Eddie. Est-ce que tu as d'autres exemples d'agences jeux vidéo
si tu peux repréciser celle où tu as travaillé également. D'agence, ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai travaillé chez Warning Up, Warning avec un W, qui s'appelait anciennement GamesFed. C'est une agence qui est basée à Paris, qui est spécialisée dans l'entertainment, donc pas seulement jeux vidéo, mais aussi le divertissement en général. Ça peut être des enceintes Bose, ça peut être la sortie d'un Blu-ray pour Warner, ça peut être aussi la sortie d'un jeu vidéo. Donc voilà, c'est tout l'univers de l'entertainment qui est, qui est géré par cette agence, mais c'est pas la seule. Il y a aussi Minuit 12 en France, qui a été fondé par des anciens d'Ubisoft et de Disney, il me semble. Vous avez aussi VPcom, qui a changé de nom. Je ne sais pas si Désiré, tu te souviens du nouveau nom Je me rappelle plus, oui, mais d'Alexis oui, Perez. oui, c'est ça. Non, je me rappelle plus le nom. Mais en fait, finalement, il y en a pas beaucoup des agences en France. Je tape VPcom dans Google, c'est très mal. C'est Ok, incroyable. ok. Donc, regarde, je vais enchaîner deux questions en même temps parce que ça rejoint ton entreprise, Arcan Studio. Donc, la Mhm. première, c'est est-ce que tu t'occupes uniquement de leur communication ou aussi d'autres partenariats avec eux? Et est-ce que tu penses que est-il envisageable de faire un placement produit d'un jeu dans deux jeux vidéo et de votre studio? C'est-à-dire, imaginons, d'accord, là actuellement tu travailles sur Deadloop, peut-être tu travailles sur un autre. Est-ce que tu pourrais intégrer une publicité comme un Easter egg par exemple? Euh, Alors pour la première question, c'était quoi, pardon? Est-ce que c'est Ouais, principalement orienté sur le produit, c'est ça? si tu fais aussi des partenariats avec d'autres entreprises Ah. pour créer un jeu. Alors nous, on est assez, c'est une organisation qui est assez spécifique parce que moi, je travaille pour le studio, donc qui développe le jeu. Comme je le disais, c'est donc des créatifs, des développeurs, des scénaristes, des compositeurs de musique, les personnes qui écrivent les dialogues. Voilà, c'est vraiment l'équipe qui réalise le jeu, à laquelle je suis rattaché. Et au-dessus, vous avez l'éditeur qui s'appelle Bethesda, qui est la maison mère en fait, qui possède le studio, qui finance le développement et qui tire un petit peu les ficelles quelque part de la stratégie malgré tout. C'est en général Bethesda qui va venir nous voir en nous disant bah voilà, il y a une opportunité pour faire un partenariat, je dis n'importe quoi, avec Ninja le streamer Ninja sur Deathloop, parce qu'il adore vos jeux, etc. Et si l'opportunité existe, pourquoi pas faire un Easter egg, pourquoi pas faire une petite figurine de Ninja quelque part planquée dans le jeu, derrière une Ouais. porte secrète, voilà, ce genre de choses. C'est possible. Après, c'est vraiment au cas par cas parce que tout de suite, on met le doigt dans l'engrenage et on peut subitement avoir plein de sollicitations de marques ou d'influenceurs qui veulent aussi avoir leur petit truc dans le jeu et c'est pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton pour faire une petite figurine et la planquer dans le jeu. Donc généralement, on fait vraiment ça avec parcimonie, on sélectionne vraiment et on veut faire en sorte que ce soit fluide dans le jeu. En fait, on veut pas que dans un jeu qui se passe par exemple au Moyen-Âge, il y ait soudainement une figurine d'un streamer Twitch qui joue à Fortnite en 2021. Ça aurait aucun sens et ça casserait la narration, ça casserait l'univers. Et nous, chez Arkane, on est très attachés à la cohérence de l'univers. Donc, le partenariat, il peut exister, mais il faut vraiment que ça ait du sens, que ça sorte pas le joueur de l'expérience. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça qu'en général, les Easter eggs, quand on les crée, c'est vraiment c'est très subtil, quoi. C'est dans une chanson que vous pouvez entendre dans le jeu, il y a une phrase qui fera référence à, je sais pas, c'est le nom d'un level designer qui travaille dans l'équipe. Ça, c'est le genre de petit Easter eggs que personne ne va remarquer, mais dont nous, on est assez friands parce que voilà, c'est les petits trucs de développeurs, on sait que c'est là et on s'en satisfait en général. Quand c'est un gros partenariat à l'échelle, par exemple, de l'e-sport, ça touche un peu moins souvent le cœur vraiment du jeu. Mais après, en dehors du produit lui-même, oui, on fait des partenariats avec des médias. Quand on veut faire la promotion de notre jeu, on va travailler avec des magazines français ou internationaux pour créer un visuel dédié uniquement à la couverture du magazine qui va sortir. Donc là, on a des artistes qui, pendant un mois, vont utiliser leur temps
pour dessiner la couverture du prochain numéro de Game Informer, par exemple. Et donc ça, c'est le genre de partenariat que nous, en tant que studio de développement, on met en place parfois et qui est indispensable pour faire la promo du jeu par ailleurs. Incroyable. Donc, tu as répondu aux deux questions en même temps. Donc, merci beaucoup, Axel. Incroyable. Incroyable. Avec plaisir. Magnifique. Et donc, maintenant, Désiré, tu es encore là? Oui, J'espère. oui. Ok, donc, on va passer avec tes questions. Merci beaucoup. Et la première, que peut attendre comme retombée une entreprise qui sponsorise un événement e-sport ou gaming comme la Gamer Assembly? C'est une question qui est assez simple, hein. La même chose que s'ils sponsorisaient n'importe quel autre événement sportif. Hein, une marque aujourd'hui qui s'associe à la Gamers Assembly, c'est pour s'associer à une marque qui a une certaine reconnaissance, une certaine empreinte sur un public de jeunes, technophiles, passionnés de jeux vidéo, etc. Hein. C'est sponsoriser un événement e-sport, c'est comme sponsoriser un événement sportif ou n'importe quel autre type d'activation. Hein. Il n'y a pas de particularité à noter, enfin de mon point de vue en tout cas, du fait de s'associer à un sponsoring d'événements gaming ou à tout autre type d'événement. D'accord. On a une question de Victor. Donc, les joueurs de e-sport arrivent à vivre avec ce type d'activité? Si oui, quel est le pourcentage? Alors oui, largement. Hein, largement. Il y a certains joueurs, notamment dans les ligues de joueurs, les ligues d'e-sport professionnels comme la LEC, la Ligue de League of Legends professionnelle, ou la Pro League ESL sur Counter-Strike. C'est des joueurs qui peuvent gagner entre 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Donc on est sur des montants, sur des revenus qui sont très importants. Évidemment, plus on atteint un niveau de compétition important et plus les salaires augmentent. Alors la part, je pourrais retrouver le chiffre, je ne l'ai pas en tête, mais je vous recommande d'aller sur le site de France eSport, où il y a les chiffres du dernier baromètre France eSport qui donne un petit peu le nombre de joueurs amateurs, le nombre de... Alors, il y a 3 catégories de joueurs. Hein. Il y a les joueurs casual, on va dire que c'est le joueur du dimanche qui joue un petit peu pour se faire plaisir. Il y a les joueurs amateurs qui, eux, jouent quand même à un niveau plus compétitif en se déplaçant, par exemple, sur des LAN parties, mais pour lequel ça reste encore un loisir. Et ensuite, il y a les joueurs professionnels qui, eux, en ont fait un métier, même si ce n'est pas toujours à 100%. Et donc là, ça permettra de répondre certainement à la question, puisque vous avez la quantification de chaque catégorie de joueurs. Bien sûr, et en plus, j'ai vu aussi, il y a des événements, ils peuvent gagner beaucoup. Genre, le premier prix, c'est quand même pas Oui, mal. oui, en Donc, plus, effectivement, en plus évidemment. du salaire qui est versé par les équipes, souvent financé par les partenaires et les éditeurs de jeux, notamment sur les jeux qui sont opérés par l'éditeur. On a des cash prizes et sur certaines compétitions comme The International, Dota 2, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont à répartir entre les 5 gagnants de la compétition. Donc oui, les plus grandes compétitions internationales, on parle de cash prize en millions de dollars. Hein. Bien sûr, c'est énorme. J'enchaîne avec une autre question et de Jonathan. D'après toi, quels sont les critères de sélection d'une bonne entreprise partenaire? Alors, j'essaye de comprendre la question. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est comment un événement, par exemple, irait choisir un partenaire ou quels sont les critères Bien pour sûr, qu'est-ce qui fait attirant ce partenaire, on va dire? les sous. Automatique. Non, mais quand on est organisateur d'événements, on a toujours la même préoccupation, c'est d'équilibrer son budget. Donc, c'est sûr qu'entre 2 partenaires, s'il y en a un qui propose plus d'argent, on ira naturellement vers lui. Bon, après, il est vrai que, je vais prendre un exemple qui est concret, Red Bull et Monster, qui sont à peu près... qui ont à peu près le même profil et surtout qui investissent à peu près les mêmes montants dans l'e-sport.
quand je discute avec les deux marques, bon, avec la Gamers Assembly, j'ai signé longtemps avec Red Bull, j'ai signé longtemps avec Monster, puis je suis revenu avec Red Bull. C'est à peu près les mêmes conditions. Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré plus par Red Bull que par Monster? Parce que c'est une marque qui s'associe plus avec le monde de l'e-sport que Monster, qui est plus sur la musique, les festivals de hard rock, ou voilà. Donc c'est une image qui est peut-être ou les sports mécaniques, certains sports mécaniques. Donc on va dire que il y a des marques je prends un autre exemple où tous les ans on est un peu dragué pour la Gamers Assembly par Energy, Fun Radio et France Bleu. Et bah voilà, naturellement, on va plutôt vers Energy que vers France Bleu parce que on considère que c'est une marque qui s'associe mieux avec un événement e-sport. Donc voilà, il peut y avoir parfois quelques critères quand on est avec une marque qui s'adresse à peu près à la même cible que la nôtre, on sait que ni eux ni nous ne serons déçus. Quand on va s'associer à France Bleu, le chèque peut être intéressant, mais si à la fin, c'est que pour que l'audience de France Bleu soit déçue et que nous, nos fans et nos joueurs ne s'y retrouvent pas en termes de reconnaissance, bon, c'est un échec pour tout le monde, quoi. C'est la cohérence alors, donc, la Oui, cohérence. oui. Et donc, selon toi, en tant que directeur et avec beaucoup d'expérience, comment on peut devenir un e-sportif mondialement reconnu? Le parcours est assez classique, hein. Quand on regarde le parcours de tous les e-sportifs professionnels de très haut niveau, ils ont tous à peu près le même parcours, hein. Ils ont commencé en jouant sur des plateformes gratuites type ESL Play, Faceit ou aller dans des LAN parties Ouais, à gauche et à droite. À partir de là, ils ont commencé à être opérés par des potes ou par des petites équipes locales. Et ils ont participé pendant un an ou deux à des LAN parties sous le tag d'une équipe plutôt de niveau local. Je pense par exemple aux Orcs dont on parle beaucoup en ce moment, où effectivement il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé chez les Orcs. Et puis après, le fait de gagner quelques compétitions, vous êtes repéré par une équipe d'un peu plus haut niveau, généralement de niveau national, par exemple comme Team LDLC ou comme Gamers Origin, qui vont vous repérer parce que vous avez performé sur des LAN parties ou sur des serveurs de jeu. Et puis à partir de ce moment-là, si vous performez toujours et que vous gagnez par exemple régulièrement, on vous retrouve dans des équipes qui gagnent la Gamers Assembly, la Lyon eSport ou l'Occitanie eSport ou des événements sur la Paris Games Week. Et vous allez être chassé par des grosses équipes. Et maintenant, il commence même à y avoir des agences de talent qui vont vous représenter et qui vont aller vous vendre un petit peu à gauche à droite. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent un peu, il y a Ziou qui est le meilleur joueur Counter-Strike au monde de 2 années de suite. C'est exactement son cas. Il a commencé à un niveau amateur il y a quelques années. Il a fait la Gamers Assembly. Ensuite, il a monté un peu, il a fait le championnat national ESL, donc à niveau semi-pro. Et ensuite, il est parti chez Vitality. Donc là, c'est le parcours classique d'un joueur. Ça, c'est en pratiquant, quoi. C'est en pratiquant régulièrement qu'on y arrive, en s'entraînant beaucoup. Il n'y a pas de magie, hein. bien sûr, bien sûr. Et incroyable. Donc, on a une question aussi de Eddie. Donc, aujourd'hui, en termes de sponsoring et communication dans le monde du jeu, selon vous, que reste-t-il à faire, à développer? Qu'est-ce qui bloque encore qu'il y a des projets qui n'arrivent pas à terme, on va dire? Bon, alors là, c'est une question qui est tellement large, mais aujourd'hui, je pense que dans l'e-sport, il y a quelque Ou chose de… juste, je vais préciser, dans vos projets à vous. Désolé, Ah, d'accord. c'est meilleur. Euh, on va dire que moi, dans les projets, j'ai eu la chance de gérer que des projets assez importants. Quand j'étais chez ESL, on a le championnat national ESL. J'ai créé l'Occitanie eSport à Montpellier, qui marche plutôt bien. Ça fait 20 ans que je suis l'organisation de la Gamers Assembly. Donc, je veux dire, les clés d'activation des partenaires, maintenant, je commence à les connaître un petit peu. Et là peut-être plus pour illustrer, c'est pas tellement ce qu'il faut aujourd'hui qu'il faudra expliquer, c'est plutôt ce qui a évolué. Lorsqu'on a commencé à créer les premières Gamers Assembly, il y a 20 ans, donc à l'époque j'étais bénévole, je faisais bénévolement, c'était assez simple. On était sur une pratique qui intéressait un petit peu les marques parce que c'était assez nouveau, il y avait une image un petit peu particulière sur ce secteur d'activité et les marques ne demandaient pas grand-chose.
D'abord, ça coûtait pas cher pour elles. Elles filaient des claviers, des souris, des casques, des accessoires. Et en gros, elles étaient partenaires. Et le simple fait de mettre le logo sur les kakémonos et autres, les PLV de l'événement suffisait. Depuis environ, allez, on va dire une dizaine d'années, ça a commencé à bouger. Et ça s'est accéléré dans les 3-4 dernières années. Ça a bougé comment? C'est-à-dire que maintenant, une marque ne vient pas sur un événement juste pour être visible. Maintenant, les marques cherchent à créer ce qu'on appelle de l'activation, de l'interaction avec l'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, sur une Gamers Assembly, si vous voyez le logo de Omen ou de AOC Gaming, c'est parce qu'ils sont partenaires, mais clairement, il n'y a pas que ça. Ils vont nous demander, par exemple, d'associer leur marque à une compétition, de créer des jeux concours spécifiques pour leur marque, de créer, par exemple, de faire venir un influenceur pour créer des moments assez particuliers où on va finalement créer de l'interaction avec l'audience et pas juste afficher un logo que les gens vont oublier. Je prends un exemple. Sur un événement type Gamers Assembly, vous pourriez avoir les 10 meilleurs mouvements sur League of Legends, les 10 meilleurs entre guillemets buts sur FIFA, présentés par. Voilà, et ça permet d'ancrer la marque sur la performance. Hein, ou alors, ça va être un jeu concours où on va dire, voilà, si vous citez les 10 derniers modèles de PC Domaine, vous gagnez un PC Omen. Voilà, il faut arriver à aller au-delà du simple display, comme on dit, et créer de l'interaction. Sans ça, les marques ne viennent plus. Donc, il y a tout ce travail de réflexion à avoir avec les marques et en plus de trouver à associer des activations qui correspondent à la marque. DHL l'a très bien montré avec une activation qui est devenue célèbre où ils ont un petit module sur 4 roues là, qui transporte le courrier dans la vie réelle et qu'ils ont reproduit dans Dota 2 et du coup ils ont créé des activations avec Dota 2 avec c'est assez célèbre, hein. Vous tapez Dota 2 ESL DHL et vous allez voir il y a toute une bibliographie sur cette activation qui est devenue célèbre parce qu'une marque comme DHL qui a priori n'a rien à voir avec l'e-sport a réussi à créer une telle interaction avec la marque que pendant les IEM Dota 2 à Katowice, on entend, alors je ne sais plus si c'est à Katowice ou à Birmingham, où on avait 10 000 personnes, 10 000 fans dans la salle qui criaient DHL, DHL, DHL. Et ça a fait le tour du monde parce que, ben voilà, c'était pendant une compétition Dota 2, le public, l'audience chantait DHL, quoi. Voilà. Parce qu'il y a eu cette proximité. Et c'est ça que recherchent les marques maintenant. Vous ne pouvez plus juste aller voir un partenaire en disant hey, salut, c'est 10 000 € pour avoir votre logo sur l'événement. Vous n'aurez aucun partenaire qui signera pour ça. Ouais. Donc là, je profite pour Axel, pour te poser la même question, si tu veux. Donc, qu'est-ce qui reste à faire dans le monde du genre de ton point de vue? Est-ce que tu as eu des éléments bloquants pour finir des projets Alors, ton micro est coupé. Ouais, le micro, exact. Pardon. Si j'ai eu des obstacles pour faire mon métier dans la com et dans le marketing, c'est ça, dans l'industrie du Ouais, jeu en vidéo? entreprise. Ouais, si tu as eu des potentiels Oui, il y en soucis. a tous les jours, hein. Il y en a tous les jours. Après, c'est vrai que bah, là, le contexte actuel fait forcément que tous les plans sont revus de fond en comble. D'habitude, chaque année, à Los Angeles, en juin, il y a un événement qui s'appelle l'E3, un peu considéré comme étant le festival de Cannes du jeu vidéo, où vous avez tous les studios qui viennent présenter leurs jeux, un peu comme si on venait présenter ses films. Il y a des récompenses, etc. Enfin voilà, c'est un événement exceptionnel. Et évidemment, l'année dernière, ça n'a pas pu s'organiser en vrai, parce que c'était 2-3 mois après le début du confinement. Donc ça a été un énorme challenge. Ça, c'est un facteur extérieur, pour le coup, qu'on ne pouvait pas du tout anticiper. Mais du coup, au final, on réussit à trouver des alternatives. On a participé à l'E3 parce qu'il y a eu un format digital, en streaming en l'occurrence, sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook. Il y avait quand même plein de moyens de rester au contact des joueurs pour présenter nos jeux. Seulement, c'était un challenge supplémentaire.
Et pour le coup, c'est l'une des forces, je trouve, de l'industrie du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie qui se réinvente, entre guillemets, très, très souvent, qui est au contact des dernières innovations, au niveau des acteurs, mais aussi au niveau du public. Twitch, là, il y a tout le monde qui est en train de découvrir ça parce qu'il y a Samuel Etienne qui fait des revues de presse le matin, mais ça fait un bail que les joueurs connaissent Twitch, qui consomment du jeu vidéo via Twitch, donc ça date pas d'hier, et c'est l'une des forces de cette industrie, c'est que même quand on est confronté à un problème type une pandémie, et ben finalement on trouve des moyens de continuer à faire sa communication parce que les joueurs ont déjà les outils à portée de main, entre guillemets, et, et ça se fait beaucoup plus facilement. Je parlais de la mode tout à l'heure, un défilé de mode, d'habitude, bah, voilà, les gens ils se réunissent tous dans la même pièce, ça fait partie du jeu d'être là, côté du podium, etc. Quand ils doivent convertir ça en événement totalement digital, c'est peut-être un petit peu moins fluide qu'avec une communauté jeux vidéo qui est prête et qui de toute manière regardait déjà les conférences à distance, etc. Donc voilà, c'est juste un exemple de challenge auquel j'ai été confronté ces derniers temps, mais honnêtement au quotidien, il y en a tout le temps. Le télétravail, c'est un challenge énorme. Le simple fait d'avoir une connexion Internet qui n'est pas la même que sur son lieu de travail, à une époque où on envoie et on reçoit des fichiers qui font 30 gigas, bah, ça c'est un challenge, quoi, tout simplement. Merci beaucoup pour la réponse. Donc là, je vais profiter. Donc maintenant, c'était vraiment, vraiment gentil de votre part de répondre à tout ça et de Avec participer. plaisir. Est-ce que vous pensez que vous avez encore 10 minutes pour qu'on fasse un plateau ouvert, genre, où tout le monde peut ouvrir leur caméra, vous poser des questions, interagir un peu avec eux, avec vous? Oui, bien sûr. Ouais, 10 minutes, Ouais, c'est possible. Pour parfait. moi, en tout Alors, cas. donc, message pour tous les participants, si vous voulez, vous pouvez vous adresser directement, genre, avec votre micro et votre caméra aux intervenants. Si vous avez quelque chose à rajouter. Et je profite même de l'occasion pour ceux qui peuvent d'activer leur caméra, comme ça on fait un petit screenshot pour partager justement le moment qu'on vient de passer ensemble, notamment sur les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Yes. Allez, soyez pas timide. Soyez pas timide, allez. On va Matteo, ouvre ta caméra. le faire. Merci Eddie, merci tous. Avec plaisir. Et bah, j'en profite pour vous remercier aussi. C'était top comme conférence. Du coup, le sujet est super intéressant. Qui est dit. Merci. Donc moi, ok, je vais profiter moi. Moi, je suis très très intrigué par rapport à Deathloop. Donc, je sais que tu peux rien dévoiler, Axel, mais ça serait quand même. Ah bah non, je peux rien dire, Je tu te peux doutes rien bien. dire. Ah Ouais, je non, sais. non. Non, On a hâte. c'est un jeu qui sort cette année sur PC, sur PlayStation 5. Ça va être bien. Voilà, je peux rien dire de plus, quoi. C'est très intéressant de travailler sur ce projet en étant directement avec les créatifs. On apprend plein de choses. C'est super intéressant, quoi. Mais ouais, désolé, je peux rien dire de plus. C'est bon, c'est pas grave. Et S'il y a un mode. Ah, Ah ouais. pardon. Non, non, pardon, je te laisse. Ouais, c'est à toi. Ouais, merci, bonjour. Merci tout le monde pour leur gars. Moi, j'ai une question pour Désiré. Par rapport au JO et la présence des e-sports au JO. J'aimerais avoir ton avis, Désiré, sur la problématique pour l'instant, il y a des équipes e-sports qui ne sont pas des équipes nationales. Ok, c'est des équipes privées, des teams privés. Voilà. Et alors, où est-ce que ça en est? Est-ce que ça va évoluer vers des équipes nationales? Parce que c'est quand même la condition sine qua non pour qu'il y ait une présence au JO. Voilà. Quel est ton avis là-dessus? Les infos que tu peux avoir? Je serais intéressé d'avoir ton avis. Merci. Nico, juste avant peut-être la réponse, Nico, tu peux dire qui tu es? Oui, bonjour. Moi, je suis enseignant. Je suis maître de conf à la fac. Et je m'occupe d'un master économie du sport et du tourisme. Donc, je m'intéresse à l'e-sport aussi, à toutes les pratiques innovantes. Voilà. Ok, très bien, merci. Très bonne question. Je note d'ailleurs, c'est une remarque que je fais pour toute l'audience, de faire très attention quand on utilise le terme e-sport, parce que j'ai beaucoup entendu
depuis le début de La nos liaison. présentations. Voilà, j'entends le e-sport, du e-sport, éviter. Il y a un moyen mnémotechnique pour éviter ça, c'est de penser à l'escrime. On ne dit pas le escrime, on ne dit pas du escrime, on dit de l'escrime ou l'escrime. Et donc faites attention à ça. Et donc je suis très content de voir que Nico a très bien utilisé le Street terme. cred. Je pense qu'il doit avoir déjà une certaine. C'est à ça qu'on reconnaît ceux qui ont déjà une certaine accointance avec notre écosystème. Donc voilà pour une première remarque. Ensuite, pour répondre à la question des JO, aujourd'hui, pour être très clair, le CIO n'est pas encore ouvert à l'idée d'accueillir l'e-sport comme discipline olympique. Même en 2024, il y a très très peu de chances que l'e-sport puisse être accueilli comme discipline olympique. Aujourd'hui, l'e-sport est plutôt associé à des on va dire des événements en marge des JO. C'était le cas il y a 4 ans avec en Corée une compétition organisée par Intel en partenariat avec ESL sur StarCraft. Pour Tokyo, il y avait également un événement qui était prévu. J'espère qu'il aura lieu malgré le report. Pareil avec Intel, les Intel Global Challenge, qui devait se passer sur Rocket League et sur Street Fighter. Mais à chaque fois, on est sur des événements qui ont lieu en marge des JO. Je vais le nommer, mais le président du CIO, Thomas Bach, est absolument anti-e-sportif, anti-e-sport. Donc, je pense que pour l'instant, on n'est pas prêt de voir l'e-sport associé au JO, même si le mouvement sportif est très friand de cet écosystème. On verra si les choses bougent. Peut-être que Thomas Bach laissera sa place et qu'on aura la chance d'avoir allez, on va le dire, un jeune qui a rejoint la direction ou en tout cas les instances dirigeantes du CIO. Et je pense que de toute façon, on le voit dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui qui basculent sur l'e-sport. Souvent, c'est parce qu'il y a un renouvellement des dirigeants qui ont une vision très différente de l'e-sport. Ok, merci. Et Coupe du Monde, instaurer une Coupe du Monde, alors c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les jeux appartiennent, c'est des licences, quoi. Oui. Et donc, appartiennent. Donc, il n'y a pas un problème structurel là. Ça ne pourra jamais marcher parce que. Oui. Alors aujourd'hui, la Coupe du Monde, on considère que la Coupe du Monde, les Coupes du Monde, ce sont les Coupes du Monde des éditeurs. Donc, on a les Worlds de League of Legends, c'est l'éditeur. Dota 2, la Coupe du Monde, entre guillemets, c'est des Invitational. La Coupe du Monde de EA sur FIFA, oui, c'est ça, sur FIFA, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, FIFA Interactive World Challenge, un truc comme ça. Chaque éditeur fait sa propre compétition. Il y a des compétitions qui essayent de croiser un peu les univers, je pense aux IEM, les Intel Extreme Masters, ou certaines compétitions de SL qui essayent de créer des compétitions de niveau mondial qui pourraient s'apparenter à des Coupes du Monde. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de l'équivalent d'une Coupe du Monde où tous les éditeurs s'assieraient autour d'une table et décideraient de coordonner leur agenda pour avoir une sorte d'immense championnat cross-genre, cross-plateforme et cross-jeu. Non, ça, c'est pas encore à l'ordre du jour. Cool. Merci pour ton éclairage. Merci beaucoup. Je pense que Philippe aimerait aussi participer. Il a levé la main. Ah, j'ai oublié de la baisser. C'était tout à l'heure pour que Nico se présente parce que je voulais que les gens sachent que monsieur est dans le sport. Et d'ailleurs, Nico, quand tu seras un peu plus vieux, il faudra que tu te mettes au e-snowboard. Tu publieras des descentes de e-snowboard sur ta page Facebook. Ah, c'est trop. C'est coupé ton micro, Nico. J'ai encore un peu le temps, Philippe, alors pour ça. Okay. En tout cas, merci. Hein. C'est cool votre initiative à tous, là, les étudiants de l'IAE et Philippe. Là. C'est intéressant de creuser un peu ce secteur-là, qui est un secteur vraiment, une thématique hyper actuelle, quoi. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Oui. Alors, je n'ai pas nécessairement de questions. Je voulais juste remercier du coup les intervenants et du coup l'organisation aussi.
Et je voulais savoir, parce que moi, je me suis rapprochée de... Enfin, j'ai suivi la conférence parce que j'espère pouvoir faire mon mémoire sur Twitch et les jeux vidéo, à charge de accepter demain par ma tutrice. Du coup, je voulais savoir si jamais j'ai des questions ou quoi, parce que je ne sais pas forcément si ce sera sur l'e-sport ou autre. Je n'ai pas encore tout cadré. Si jamais j'ai des questions, est-ce que je peux revenir justement vers les intervenants? Est-ce que vous êtes ouvert à ça si j'ai besoin d'approfondissement ou Oui, d'informations avec grand plaisir. Enfin, si je peux, personnellement, si je peux aider qui que ce soit, faut pas hésiter à m'envoyer un message sur LinkedIn. Ok. Moi, Ce sera fait avec c'est plaisir. ouais, moi, c'est pareil. J'ai l'habitude, hein. Il y a des fois où même ça peut devenir assez envahissant. Donc, ouais, ma réponse est oui, mais pas avant le 10 avril. Là, je suis en pleine Gamers Assembly, là, qui a lieu du 3 au 5 avril. Et clairement, je décline 2 ou 3 demandes d'informations d'étudiants par jour en ce moment parce que c'est juste pas possible, quoi. Mais à partir du 10 avril, oui, je serai plus souple pour répondre à ce genre de questions. Ok, merci beaucoup. Mais oui, c'est pour ça que je demandais, je m'en doutais un petit peu. Parfait. Donc, on va écrire les adresses LinkedIn de chaque intervenant aussi. Est-ce que vous les avez là, Sarah, ou Oui, je vais mettre le chat. Une petite recherche Google, à mon avis, ça. automatique? Ouais. Moi, j'aurais une question pour Axel, si personne n'a de questions. Déjà, remercier tous les intervenants pour l'intervention vraiment très intéressante, donc merci à vous. Et Axel, j'aurais une question pour toi. Nous, on fait beaucoup du coup, de cours de marketing et communication, mais on n'a pas d'exemple du tout sur les jeux vidéo. Donc, est-ce que tu aurais des exemples de communication spécifiques aux jeux vidéo, des choses qui existent que dans ce domaine-là et qui n'existeraient pas sur d'autres types de secteurs? Communication qui est un peu C'est-à-dire en particulière, termes de formation? Ouais, en termes de format de communication un peu particulière, peut-être sur les réseaux sociaux ou des manières de communiquer qui seraient un peu originales et non Propre à l'industrie du jeu ouais, vidéo? propre à l'industrie du jeu vidéo. Euh, Bah, ce que je disais tout à l'heure avec Twitch, pendant un long moment, il n'y avait que l'industrie du jeu vidéo qui passait par Twitch quasiment pour faire de la com. Et là, on se rend compte qu'il y a BFM et TF1 et compagnie qui veulent s'y mettre. Donc, pendant un moment, c'était un peu chasse gardée. Et là, ça va le devenir un petit peu moins. Peut-être que ce sera juste une petite phase et qu'ils vont se rendre compte que c'est peut-être pas une super bonne idée. Mais après, bah, ce que disait tout à l'heure, je crois, Désiré est vrai, c'est que les éditeurs qui créent des jeux, parfois créent des écosystèmes avec des réseaux sociaux dédiés pour les fans de FIFA, des compétitions exclusivement pour les joueurs de Dota, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça reste des outils très spécifiques pour des communautés dans une industrie qui est, il me semble, l'une des pionnières en termes de community management. Les premiers community managers, je crois, en France, c'était des community managers qui bossaient dans l'industrie du jeu vidéo. Après, ça s'est progressivement propagé. Mais c'est vrai que le jeu vidéo a toujours eu une petite longueur d'avance, on va dire, en termes de canaux de communication sur le digital. Après, voilà, on finit toujours par être rattrapé, mais ouais, je pense que là, on est en train de s'équilibrer un petit peu sur ce sujet-là. Après, voilà, tu peux être community manager, attaché de presse, chef de produit, tu peux faire de l'événementiel. Je crois qu'il y a à peu près tous les métiers qui existent dans le jeu vidéo. C'est un peu comme l'armée, en fait. Donc, voilà, si tu veux être plutôt côté créatif, moi, je le vois chez Arkane Studio, il y a vraiment de tout, hein. Il y a un mec qui est dédié à faire en sorte que l'eau dans le jeu elle soit magnifique. Il y a un gars qui est juste là en train d'écrire les dialogues des personnages secondaires. Il y en a un autre qui est en train de composer la musique. Il y en a un autre qui modélise que des arbres. Enfin voilà, je schématise de manière un peu caricaturale, mais il y a vraiment un peu de tout dans le jeu vidéo, que ce soit en termes de métier comme de moyens de communication. Après, il y a des choses à faire et à ne pas faire, à privilégier ou pas. Mais voilà, je ne sais pas trop si ça répond à ta question, mais Nickel, merci ok. bien. Je voulais juste te demander un truc, là, ça m'a fait penser pendant que tu t'en parlais. Et c'est quoi les indicateurs de performance d'une, entre guillemets, campagne dans un jeu vidéo? En gros, quand les marques, elles s'adressent à vous, vous leur filez quoi à la fin de l'opération, en fait, comme bilan? Bah nous, chez Arkane qui développons les jeux, on est
pas tellement amené à faire des partenariats de ce type-là. Ouais, je parlais C'est plus en peut-être plus agence, c'est trop vrai. désiré. Ou Pardon? ouais. Non, ouais, je parlais plus en agence, c'est vrai, j'avais pas fait le lien Ouais, entre les deux pas de problème. de façon. Alors, en fait, ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. Quand on fait une vidéo avec Squeezie, parce qu'on a envie qu'il fasse une vidéo sur le dernier jeu qu'on va sortir, euh, l'objectif, c'est pas tellement de vendre des jeux. L'objectif, c'est d'améliorer la notoriété, c'est de s'adresser à un public que d'habitude on ne toucherait peut-être pas nécessairement d'améliorer la hype, entre guillemets, c'est un mot que je déteste, je suis désolé de l'avoir utilisé, mais quand on crée plein de vidéos avec plein d'influenceurs, dans l'inconscient des gens, il y a un truc qui se passe, ils se rendent compte que c'est un événement, en fait, la sortie de ce jeu-là. Sinon, ces influenceurs-là ne seraient pas en train d'en parler. Alors, c'est de moins en moins vrai parce que maintenant, on sait que les influenceurs, ils sont payés, ils sont rémunérés, il y a toutes ces logiques de partenariat, mais ça reste un petit peu vrai quand même chez certaines personnes. Et du coup, typiquement, une vidéo avec Squeezie, on va regarder le nombre de vues qu'il y a sur sa vidéo YouTube, bien évidemment. Et après, on a d'autres moyens. Par exemple, dans la description de la vidéo, on va mettre un lien qui va rediriger vers notre site internet, vers le site internet du jeu. Et on va traquer le comportement des consommateurs. C'est-à-dire qu'on sait que si toi, par exemple, tu as cliqué sur le lien et que tu es arrivé sur le site internet de Doom, par exemple, ou de Skyrim, peu importe, on pourra déterminer combien de temps tu es resté sur le site, sur quel site tu as cliqué. Est-ce que tu es allé jusqu'à précommander le jeu chez Micromania? Voilà, il y a tout un suivi, en fait. Il y a tout un parcours qu'on est capable de tracer et ça peut faire partie des KPI qu'on traque si l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de précommandes ou de vendre des jeux. Mais en général, avec Squeezie, c'est pas tellement ça. On peut plus simplement parler de nombre de vidéos vues, de nombre de retweets de la vidéo, du nombre d'interactions. C'est sur ce genre de sujet qu'en général, on travaille avec les youtubeurs. Ok, ça marche. Très bien, pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut clôturer du coup cette merveilleuse conférence? Merci en tout cas pour vos questions, pour l'accueil, etc. C'était très intéressant, très cool. Bien, ouais. Très bien, merci aussi à vous d'avoir fait l'effort de venir et d'échanger. Merci à tous les participants encore une fois. Pour ma part, j'ai passé un très bon moment. Un grand Merci à merci toi. aux organisateurs, à toute cette belle équipe d'organisation. Bravo, bravo, bravo. Merci aussi Philippe. Et puis n'oubliez pas, hein, jouer, c'est bon pour la santé, hein, d'après une étude d'Oxford, paraît-il. Et pour ceux qui sont intéressés, on clôture la Digital donc demain avec une session donc, sur le digital au service d'une consommation éthique pour ceux qui s'intéressent. Et en tout cas, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et une bonne continuation par la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Sarah. André. C'était très Alors, bien. Sarah, l'animatrice en chef, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va. Hein. Ça va, C'était très bien. C'est vrai, ouais. Ouais, très très bien. Très sûr de toi. Comme d'hab. C'est bien ce